Bonjour à tous les astrophiles, astro-amateurs, astro-professionnels, astro tout ce que vous voulez. C'est à nouveau l'occasion de voir la pleine lune. J'ai eu quelques problèmes techniques, donc je fais ça en la nuit de vendredi à samedi. On va rappeler dès le commencement que les pleines lunes, vous avez 3 jours, la veille, le jour même et le lendemain. Donc elle aura lieu ce dimanche là, environ à 10 heures du matin. Mais l'heure n'est pas très importante pour la pleine lune. Dans le sens que vous pouvez méditer la veille, le jour même et l'avant-veille. Si vous voulez méditer profitablement dans ces 3 jours de pleine lune pour augmenter la capacité de conscience, c'est essayer de méditer soit au lever du soleil, soit au zénith, qui est aux environs de 1 heure actuellement, 13 heures dans la zone de Nantes, 0h57 exactement. Bon bah voilà, vous connaissez le principe maintenant, vous recherchez sur une petite appli où est-ce qu'est le lever, le coucher du soleil chez vous, et vous divisez par 2, vous avez le zénith que environ de 13 heures par là. Bon, si vous avez l'occasion, donc vous pouvez méditer à ces heures-là, au moment où le milieu du ciel, le fond du ciel, comme axe, l'axe vertical s'aligne avec la présence du soleil et de la lune, qui sont au moment de la pleine lune opposés également. Vous avez la lune au fond du ciel à ce moment-là, et le soleil au milieu du ciel, vous avez une descente de lumière qui se fait, qu'on peut sentir dans le cœur. Il suffit d'ouvrir le cœur, de se mettre dans la paix, tranquille, et de respirer avec tout le corps tranquillement, avec une sensation que la respiration traverse le corps entier, et on sent rapidement que pendant environ, ça commence 4-5 minutes avant, ça se termine 4 ou 5 minutes après, il y a comme un passage, une augmentation de l'énergie cosmique, et c'est un moment très, très profitable qui fait beaucoup de bien. Voilà, ce que je conseille au moment des pleines lunes. Utilisez surtout les levées de soleil pour les courageux, qui est aux environs de 8h50 en ce moment. Voilà. Je parle toujours pour la région de Nantes. Modifiez, que c'est vous de Paris, Strasbourg, ça vous modifiez. Vous connaissez la méthode maintenant, j'ai déjà donné. Voilà. Vous comparez avec une appli. Bon, donc on peut remarquer justement à propos du milieu du ciel que si on cherche où cette pleine lune a lieu exactement, on va retrouver à nouveau, comme pour la nouvelle lune, une dominante pour Moscou et Kiev. J'avais déjà prévu que ça commencerait à bouger très très fort de ce côté-là, et que ça s'acheminait vers un énervement de vouloir en finir avec cette guerre. On connaît les tentatives du président ukrainien qui est venu à Notre-Dame là pour pas que pour essuyer les plâtres, quoi, mais peut-être pour rencontrer beaucoup des grands chefs d'État qui étaient là et dire qu'est-ce qu'on fait, quoi, parce que on a quand même une agression qui dure depuis un certain temps, qui est quand même qui a fait semblant au début d'être un mouvement de libération de certains Russes, de certaines minorités russes dans l'est de l'Ukraine, pour finir par devenir plus agressif en disant que il fallait vaincre les forces d'occupation de l'Ukraine, donc il fallait occuper forcément l'Ukraine. Et là maintenant c'est carrément une guerre de territoire, il s'agit de conquérir carrément l'Ukraine. On voit le progrès petit à petit du mensonge poutinien, ce qui devrait faire réfléchir tous ceux qui disent ah oui, si t'es pour Poutine, si t'es contre Poutine, c'est que t'es du côté de l'OTAN, tout ça. Faut quand même réfléchir un peu plus loin que ça et voir à qui on a affaire réellement. Donc ça, je vous fais pas de dessin. Normalement, si vos yeux ne se sont pas dessillés avec les derniers mois du comportement de Poutine à tous les niveaux, c'est que vous verrez jamais plus clair dans l'info. Les simplismes genre état profond, autant, les Américains c'est l'impérialisme. Oui, c'est des paroles qui sont vraies, mais elles ont 30 ans d'âge. Et le monde a bougé depuis, et il faut quand même réviser sa copie et voir. Les Américains sont toujours impérialistes, sûrement, mais surtout au niveau économique. Et ils ont quitté depuis Obama, en fait, donc petit à petit, pas d'un seul coup. C'est des grands mouvements qui durent des dizaines d'années, c'est pas en un mois. Et ils ont quitté petit à petit le projet d'être les gendarmes du monde. Et ça commence à se voir, et du coup c'est pour ça que le monde se multilatéralise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté bloc américain tout puissant. Alors évidemment les Chinois en ont profité pour essayer eux de prendre ce rôle un petit peu de contrôleur des échanges internationaux à leur avantage. Ce qui fait réagir les Américains, ce qui fait réagir tout le monde, l'Europe aussi. Du coup on est dans des équilibres très profonds au niveau international, quoi.
Et dans ces moments de flou, de conflits en fait larvés, peuvent apparaître évidemment des guerres dangereuses. C'est ce que j'avais dit à propos toujours l'histoire des 5 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont quand même l'idée qu'on est vraiment au bord du gouffre au niveau de la Terre, et que les années que nous vivons depuis quelque temps, enfin depuis les années 2020 quoi, en gros, même ça avait commencé avant, ça a commencé en 2015 en fait ce bazar. Mais il s'est fait sentir en 2020 avec le Covid, et il s'est refait sentir de plus en plus avec les crises successives de l'Ukraine, Israël et tout ça. On voit que il y a une espèce d'excitation maligne, presque diabolique de tous les fous furieux, de tous les paranoïaques du monde. Et évidemment, les plus dangereux sont ceux qui ont un pouvoir de chef d'État ou de chef d'armée. Et je vous fais pas de dessin, donc vous avez commencé à voir le danger qu'on court nous tous en tant que peuple civil face à ces dingues du pouvoir, qui sont malades d'une espèce d'hubris, on appelle ça, c'est-à-dire d'excès de la jouissance du pouvoir. Donc comme on est en Sagittaire, cette pleine lune, c'est la pleine lune du Sagittaire, c'est intéressant parce que le Sagittaire, c'est un signe de pouvoir justement. Donc, ça va être intéressant de regarder ça. Alors je vous demande toujours de vous référer aux 12 pleines lunes qui ont été faites avec les travaux d'Hercule, parce qu'elles parcourent le mythe en entier de manière à bien comprendre qu'est-ce que c'est que le mythe du travail d'Hercule en Sagittaire. Bon, je vais juste rappeler quelques grandes lignes pour que vous... Donc c'est l'extermination des oiseaux de Stymphale, les espèces d'oiseaux complètement dangereux qui sont au-dessus d'un marécage puant. On retrouve le passage du Scorpion au Sagittaire, le marécage représentant les émotions non guéries, non digérées, les émotions enfermées dans l'inconscient, qui peuvent être soit des traumatismes, soit des blocages, soit des névroses, enfin bon, il y a tout, ou des psychoses quelquefois, qui peuvent être voilà, tout ce qui va faire que le fonctionnement du cerveau, du cœur aussi, même physique, les trois centres, quoi. Le fonctionnement des trois centres n'est pas du tout équilibré, il est perturbé par des mémoires négatives qui peuvent être karmiques ou bien le plus souvent psychologiques, et dans un ou 2% des cas karmiques. Donc tant que ça c'est là, le marécage est tout puissant et on peut pas tuer ces oiseaux qui sont les pensées ou les croyances. Ces oiseaux, faut entendre qu'ils font croix en volant au-dessus du marécage, comme d'immenses corbeaux, croix, c'est-à-dire que la croyance en général pour l'être humain est une espèce de compensation de la négativité de la pensée, quand la pensée est plantée dans le marécage, quoi, qu'on a construit son système de pensée sur les sables mouvants des émotions non résolues, et là ça joue sur une forme d'arbre logique de pensée qui bien qu'ils aient une logique interne, sont complètement illusoires du point de vue de leur vérité, de leur connexion à la vérité. Et donc il est demandé à Hercule, donc voilà, reportez-vous au travail d'Hercule, voilà. Mais disons les qualités qui vont permettre d'éviter de transformer en croyances. Alors les croyances sont de deux sortes, soit c'est des croyances psychologiques, c'est-à-dire des choses, on va attribuer aux autres des intentions qu'ils n'ont pas, on va croire des choses sur soi-même, qu'on n'est pas à la hauteur, ou qu'on est un génie méconnu. Enfin, il y a toutes sortes de croyances psychologiques comme ça, mais il y a des croyances aussi collectives qui peuvent être politiques, qui peuvent être mentales. Par exemple, l'attrait qu'ont certains maintenant pour la science de manière exagérée, au point de faire de la science non plus une méthodologie, mais une espèce de religion. C'est très courant maintenant, parce qu'on a essayé de faire comprendre aux gens que la démarche scientifique était la meilleure. Du coup, il y en a qui ont compris, parce qu'ils ont mal compris, que être du côté de la science, c'était être le meilleur, comme des espèces de jeux olympiques de la bêtise humaine finalement. Et du coup, ça a donné le scientisme, cette espèce de maladie dans laquelle on est fortement, et qui a affligé ce gouvernement il n'y a pas très longtemps. Rappelez-vous le Covid, où il y a eu une espèce de dogmatisme qui ne tenait même pas compte de l'avis de certains grands spécialistes de l'épidémiologie, de médecins et tout ça. Il y avait une espèce de vision unilatérale, sans débat, et à partir du moment où on sort du débat, on n'est plus en démocratie, et où on impose des choses à tout le monde alors qu'il n'y a pas de preuves évidentes, parce qu'on a peur. On pouvait les comprendre aussi, la peur, ces scorpions, pouvait empêcher d'atteindre une vision juste, quoi. C'est ce qui s'est passé.
Alors, il y a même, dans certains médias, il n'y a même plus le droit de le dire d'ailleurs, mais c'est quand même assez fou, quoi. Mais donc, voilà, et donc 2015, 2020, il y aura après de 5 ans en 5 ans, je sais pas comment ça va s'avancer, c'est des pas du géant de l'arbitraire et du contrôle des libertés qui avance à grands pas. Les Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris cette année ont bien montré aussi comment, sous prétexte de donner du pain et des jeux au brave peuple, on en profite pour installer des réseaux de surveillance numérique et tout ça extrêmement puissants. Donc, si on veut pas tomber dans les croyances, donc vaincre les fameux oiseaux de Stinfin, il faut arrêter de penser ce qu'il faudrait faire, ce qui est bien, ce qui est moral, ce que Jésus, Bouddha a dit. Il faut arrêter d'être dans une vision dogmatique, quoi, en fait, du bien et du mal, ce que Nietzsche appelait la moraline, quoi. Et essayer pour finalement se retrouver du côté du bien. Il n'y a pas besoin de prêcher le bien ou de le défendre ou de se battre pour lui ou de prétendre le faire. C'est pas du côté du faire, ça va se faire, c'est du côté de l'être. C'est-à-dire que plus vous allez ardemment essayer d'apprendre à être, simplement à vous poser dans l'être, plus en fait la paix qui commence à se goûter grâce à ça va donner une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe réellement autour de vous, de ce qui se passe dans vos relations, dans votre vécu concret, professionnel, affectif, sexuel, économique, enfin tous les niveaux, même politique, le regard posé tranquillement, sans attente, sans jugement, accède à l'intuition en fait. Donc, le Sagittaire, le côté jupitérien du Sagittaire, ça peut être de la sagesse ou ça peut être une espèce de dogmatisme. On sait que le mot gourou en sanskrit veut dire Jupiter. C'est le nom de Jupiter en sanskrit, c'est gourou. Et gourou, c'est celui qui nous élève, avec les racines G et R, il y a un côté lourd et en même temps communicant, c'est-à-dire une puissance de communication qui peut nous élever, ou si c'est un faux gourou, nous faire tomber, quoi. Et beaucoup de gens, d'ailleurs dans beaucoup de gens qui dénoncent soi-disant les gourous, il y a beaucoup qui sont des faux gourous justement. C'est le problème des fact-checking par exemple aussi, où des gens sont censés se dire bon bah il y a trop de fausses informations, de fake news comme voilà qui circulent avec le Trumpisme, tout ça, le poutinisme qui marche main dans la main. Eh bien, il y en a qui se sont donné la noble tâche, très sagittaire, de on va ramener la vérité, quoi. Le problème, c'est qu'ils la possèdent pas, et que dès qu'on croit la posséder, on commence à la trahir. Et donc, ils commencent à essayer de vérifier les faits selon leurs propres croyances. Et donc, ça fait un gloubi-goulba pas possible, parce que ceux qui seraient censés ramener la vérité, eux-mêmes se trompent sur certains sujets, et vont corriger certes des erreurs, ou des croyances aussi, mais avec d'autres erreurs, d'autres croyances. Donc, au bout d'un moment, voilà, la chienne n'y retrouve pas ses porcelets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, les conseils qu'il faut se rappeler, c'est que bon, la leçon du Sagittaire, c'est finalement, faut faire attention à modérer sa parole, à regarder, faire attention à ce qu'on dit de manière très précise et très vraie. Et pour ça, pour que la parole soit vraie, il faut que la pensée soit maîtrisée, au sens, on peut pas tellement en général maîtriser les pensées, elles vont et viennent. Mais maîtriser la pensée, ça veut pas dire essayer de les bloquer, ça sert à rien. C'est comme voilà, ça s'envole dans tous les sens. Mais c'est être capable d'aller dans le calme, de penser calmement, de se poser sur un sujet, d'être attentif, centré, focalisé sur un sujet, et de voir ce que ça donne. C'est des techniques philosophiques également qui peuvent exister en Sagittaire, qui vont donner on va éviter le bavardage idiot, on va éviter le zapping, le scrolling là qui a lieu sur ce que Paco Mtielman appelle Infernet, l'enfer du net, quoi. Donc voilà. Et puis si on veut atteindre les gens, c'est pas toujours les grands discours qui vont le faire, c'est des fois que le fait que les choses soient dites soient réellement vraies et touchent au cœur, quoi, dans ces cas-là. Donc on peut voir la déviance du Sagittaire avec il y a beaucoup de grands chefs d'État qui sont Sagittaires. Donc en commençant par Chirac, même Macron actuellement, la déviance, on pourrait dire je rappelle que Chirac était le premier à inventer ce système. Ça vient pas lui, il faut
faut voir le film Propaganda là. Bon, je l'ai pas sous les yeux, mais je peux plus vous donner. Vous cherchez ça sur internet, Propaganda. Voilà, c'est une manière de voir comment on peut manipuler les foules, et Chirac avait très très bien étudié ça. Tout bon petit bonhomme patelin, un bon père de famille qui prenait l'air avec le côté rigolard et sympa, c'était un sacré enfoiré, on va dire. Et donc il avait été capable d'étudier ces systèmes de propagande. Et il appliquait la règle toute simple, c'est-à-dire il étudiait des courbes dans lesquelles il regardait ce que la majorité des Français voulaient dans plein de domaines. Et il se mettait devant son prompteur et il étirait un discours auquel il ne croyait absolument pas. Donc c'est l'inverse du Sagittaire, parce que dans le Sagittaire, il y a quand même le fait d'avoir une foi dans ce qu'on dit, de chercher la vérité. Ah non, ils s'en foutaient complètement de la vérité. Il disait avec un air contenu et extrêmement sérieux, eh bien, les Français en ont assez de ces problèmes qui surgissent de part et d'autre, et je suis totalement d'accord avec eux. Et je vais faire quelque chose. Donc il avait un espèce de discours comme ça, où en fait il reprenait ce que les Français pensaient, ils s'en foutaient complètement, mais il faisait semblant de laisser croire qu'il pensait exactement pareil, ce qui fait que les gens qui l'entendaient se disaient « Ah, super, enfin, voilà quelqu'un qui a compris notre problème », alors qu'il lisait des prompteurs qui contenaient les résultats de statistiques. Donc c'est le premier président robot, si vous voulez, et l'intelligence artificielle en tant que robotisation de la pensée est une opération en elle-même sagittaire, quoi. C'est l'espoir qu'on va pointer vers la vérité en mélangeant très fort toutes les conneries qu'il y a sur Internet. On a déjà vu que Tai, ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, Tai, talk about, je crois que c'était Talk About Yourself, c'est ça, T-A-Y, Tai, le premier intelligence artificielle lancé par Microsoft sur le net pendant une journée. Au bout de 14 heures de fonctionnement, il était devenu d'extrême droite et raciste, et au bout de 18 heures de fonctionnement, il était devenu nazi. Quand ils ont arrêté l'expérience, l'intelligence artificielle était devenue complètement folle et proposait de tuer tous les noirs et les juifs pour aboutir à résoudre la plupart des problèmes de manière vraiment simple, quoi. Donc on va dire c'est pas encore au point. Non, c'est au point, puisque ça fait exactement, ça résume ce que peut donner l'éparpillement d'une pensée sur Internet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de travail intérieur pour résoudre les problèmes psychologiques, la pensée va faire feu de tout bois, va justifier n'importe quelle pensée, et les croyances les plus dangereuses, ça va les amalgamer, en ayant l'impression d'être en cohérence. C'est moi qui ai tapé qui ai scrollé, c'est moi qui ai choisi d'ouvrir ce site, mais qui est-ce qui a choisi ça? En fait, c'est l'algorithme lui-même qui m'a emmené dans une direction, et du coup les gens pensent par petits blocs d'algorithmes, et ça essaime la pensée, ça la divise en autant de milliers de petits morceaux de pensée qui font des petits groupes qui peuvent même plus se comprendre les uns les autres, ce qui fait que vous pouvez même plus discuter avec quelqu'un de tel ou tel sujet ou de telle opinion sur tel livre, bouquin, homme politique ou que ce soit, parce que chacun est sûr et certain d'avoir raison, parce qu'il a vu sur Internet la confirmation de ce qu'il croyait, ce qui est le but de ces algorithmes, hein, de vous. En fait, il y a une captation de l'attention pour vous faire aller là où l'algorithme a compris que vous avez envie d'aller. Donc ça va pas du tout vers la vérité. La seule vérité, c'est que l'algorithme, en vous faisant aller là où vous avez envie d'aller, il va vous satisfaire, donc vous allez y retourner comme un rat à qui on donne du sucre, quoi. Il retourne taper sur la petite manette pour avoir du sucre et il devient accro. Comme encore plus, il paraît qu'avec de la cocaïne d'ailleurs, c'est comme quoi le sucre est bien dangereux. Donc refermons la parenthèse. Donc on va faire pareil avec des pensées, des types de pensées, on va aller appuyer sur la petite manette, scroller là, et on devient une espèce d'esclave de types de pensées, et qu'on va dire c'est les miennes, c'est moi qui pense ça. Alors vous pensez pas du tout ça, vous êtes pensé par l'algorithme qui choisit à votre place ce qui va vous plaire de penser. Et ce qui vous plaît de penser ou ce qui vous plaît pas de penser, ce n'est pas la vérité. Il faut jamais confondre le vrai et le faux avec l'agréable et le désagréable. Et c'est ce qui arrive à tout le monde actuellement. La plupart des gens confondent l'agréable et le désagréable avec le vrai et le faux. Du coup, il n'y a plus aucune possibilité d'évolution si on confond ça. Si vous confondez pas ça, bien sûr, vous commencez à en sortir du merdier. Mais donc, si vous êtes pris dans la notion d'agréable-désagréable, on voit ça, le grand sujet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous allez me dire je me répète, mais c'est vrai que, par exemple,
les preuves existantes que la viande est mauvaise pour la santé, qu'elle est cancérigène, que la viande et les sucres en gros c'est les deux grands poisons, que ça est en train de bousiller la planète, le moyen d'action le plus puissant pour avoir tous les peuples pour empêcher l'accélération du changement climatique, c'est de devenir végétarien ou d'être presque végétarien, peu importe si vous n'y arrivez pas tout à fait, mais en fait de faire cet effort-là. Et bien, quand vous parlez de ça aux gens, vous pouvez leur donner les 50 raisons de devenir végétarien, puisqu'il n'y en a qu'une seule de ne pas l'être, c'est l'habitude tout simplement, c'est l'habitude de manger ce que maman m'a mis dans l'assiette, quoi, c'est tout. C'est des habitudes qui sont néfastes du point de vue de l'Occident en tout cas, et qui sont en train de s'essaimer partout dans les pays, puisque tout le monde veut faire comme l'Occident, puisque c'est eux qui ont réussi. Alors les Chinois font pareil, même les Hindous commencent à manger de la viande, et donc on va exactement dans le sens inverse de ce qu'il faudrait, alors qu'on peut très bien se nourrir avec des protéines végétales sans faire cette gabégie d'eau, de réserve de nourriture, de protéines végétales, tout ça pour nourrir des bestiaux qui vont être malades parce qu'ils sont maltraités, pleins d'antibiotiques et tout ça, enfin bref. Donc quand vous dites ça à des gens, c'est la sagesse même dans le sens que ces 50 arguments que vous pouvez trouver sur One Voice ou vous les trouvez sur végétarisme.com, il y a 50 arguments qui sont imparables, qui font que c'est beaucoup plus intelligent d'être végétarien qu'autre chose. Bref, eh ben la plupart des gens, une énorme majorité, vont se dire mais ces idées-là, oui, c'est sûrement vrai, mais ils vont les regarder avec inquiétude en disant quand est-ce que je vais pouvoir m'échapper de ce piège, parce que ils vont sentir monter une angoisse, une culpabilité, parce que bon bah comme tout le monde, moi aussi, je suis passé par là, maman m'a fait du beefsteak puré et du foie de veau puré, je veux dire, et puis du beefsteak frites, puis voilà. Donc voilà, on est tous conditionnés comme ça. Il y a pas à être honteux ni coupable, mais les gens vont sentir cette espèce de culpabilité qui monte, et ils vont se dire ah bah oui, mais moi je sais pas comment faire quoi. Comme j'ai été conditionné à faire comme ça, s'il faut que je sorte de mon rail, je suis paumé quoi. Donc je commence à avoir peur. Et commence à avoir peur, je me dis, bah attends, ces gens-là, ils m'amènent dans une direction où j'ai peur, puisque je suis hors de mes habitudes. Donc c'est de leur faute à eux si je me sens coupable. Donc on va dire, ah, les écolos ou le GIEC, c'est des salauds, quoi, c'est des cons, parce qu'ils me font me sentir coupable, ils me font monter la peur en moi. C'est-à-dire on va essayer de tuer le messager, parce que le message qu'il porte est vrai, mais qu'il est déplaisant. Bah ouais, mais s'il fait 45 degrés partout tous les étés, ça sera encore plus déplaisant. Donc à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Donc oui, c'est déplaisant dans un premier temps. C'est comme si vous buvez de l'huile de ricin pour vous soigner pour désintoxiquer un foie qui est cirrhosé. Enfin, il y a un système comme ça qui permet de. Bon bah c'est pas bon, mais ça marche très bien. Et enfin recherchez ça parce que je sais plus comment il faut faire. Enfin, c'est pas que il y a plusieurs trucs qu'il faut mettre dans l'huile. Enfin bon bref. Des systèmes de nettoyage de la vésicule biliaire du foie. C'est pas bon, mais ça marche très bien. Donc, faut pas confondre ce qui est pas bon avec mauvais pour moi. Vous pouvez éviter des opérations vachement graves qui vont vous handicaper ou vous laisser un traumatisme dans le corps toute votre vie, en faisant une méthode qui est désagréable dans un premier temps et qui va complètement vous libérer de la maladie. Comme les gens trouvent que le désagréable, ils veulent pas y aller, bah, ils préfèrent se faire opérer, se retrouver après abonnés pendant des années à des médicaments qui vont les intoxiquer encore plus, prendre mon grand-père était mort comme ça, le médecin de famille nous avait dit, bah oui, on lui a donné des médicaments sur une maladie, le zona, qu'on ne sait pas soigner. Après, ces médicaments ont fait un effet négatif, donc il a fallu donner d'autres médicaments pour annuler les effets négatifs des médicaments précédents, pour les adoucir. Bon, ça déréglait ses intestins, donc il fallait mettre du spasfon, enfin voilà. Et petit à petit, tous les étages du corps étaient empoisonnés par les médicaments, et au lieu de mourir de sa maladie de départ, qui aurait pu être soignée autrement, en particulier par le magnétisme ou par des techniques énergétiques, le zona se soigne très bien comme ça, c'est très connu, les magnétiseurs, ou le Reiki, comme ça, peuvent soigner un zona. Eh bien, il est mort d'empoisonnement sous les médicaments. Donc je sais de quoi je parle. C'est pas vu sur Internet, c'est du vécu, quoi. Et c'est le médecin de famille qui nous l'avait avoué. Maintenant, les médecins n'avoueraient plus jamais ça. Ils sont tellement dogmatiques maintenant, ils sont devenus tellement peur que des charlatans, comme ils disent, que par un effet sagittaire, si vous dénoncez les charlatans, vous devenez vous-même charlatan. Ils sont en train de devenir charlatans eux-mêmes à force de ne pas se poser la vraie question, et la seule qui vaille en médecine, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le patient. Primo non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc voilà, éviter que le sagittaire dogmatique nous ramène en arrière vers le scorpion, c'est-à-dire la négativité, la destruction, les paroles négatives. Voilà. Donc pour ne pas engendrer de karma, voilà, ne vous
Ne vous apitoyez pas sur vous-même, ne soyez pas dans la critique ou le commérage, ne soyez pas... voilà, c'est essayez simplement que vos pensées soient claires et calmes, quoi. Et petit à petit, les pensées claires et calmes s'accumulant, elles vont donner ce qu'on appelle la connaissance. Connaître, c'est naître avec la réalité, connaître. C'est-à-dire ne plus avoir une pensée en arborescence complètement débile avec des copier-coller pris sur Internet, mais une pensée cohérente qui pousse plus doucement, mais qui après devient totalement synthétique et extrêmement claire. Voilà, donc alors on peut penser aussi, donc comme c'est sur la pleine lune sur Moscou et Kiev, là ça va encore bouger à ce moment-là. Puis il faut penser aux États-Unis aussi, on n'a plus qu'un mois et demi avant la prise de pouvoir de l'empereur des États-Unis, Trump, et qui va compléter les 5 cavaliers de l'Apocalypse dont j'ai déjà parlé. Reportez-vous à ça si vous l'avez pas écouté. C'est vraiment important de comprendre comment je me positionne par rapport à ça, non pas au service de l'OTAN ou de médias mainstream, tout ça, mais pas non plus au service des pseudo-rebelles qui se croient rebelles en étant contre le système, mais qui en fait trimballent des idées des hackers russes ou des hackers poutiniens qui ont complètement vu qu'ils pouvaient foutre la merde dans la révolte qui est normale en Occident, en donnant des idées à cette révolte complètement fausses, c'est-à-dire en intégrant des idées qui sont dans l'intérêt de la mafia russe dont Poutine est le chef. Et ça, c'est pas du tout une théorie des mainstream, il suffit de voir le thème de Poutine pour voir que c'est de même que c'est un type aussi génial qu'Hitler, et c'est pas du point Godwin dire ça, c'est quelqu'un qui a vraiment le même type de dominante, et d'ailleurs Trump a la dominante de Bacchus aussi, j'en ai parlé la dernière fois. On va pas revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va nous sauver de tout ça? C'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité, quoi. C'est important. Disons qu'en Sagittaire, il y a la mort Scorpion qui a eu lieu. Les idées fausses sont mortes normalement en Scorpion, si on a fait le travail du Scorpion, et voilà. Et c'est l'esprit de vérité, c'est toutes les vérités qui proviennent de la révélation individuelle, de l'individu qui fait le chemin d'individuation. Cette cohérence de la pensée qui s'aligne, d'où le fait que Cérès est en exaltation en Sagittaire et non pas en chute comme le croient à tort les astrologues qui ont lu le très bon bouquin de Jean Delarche et qui malheureusement se termine par cette bévue énorme de mettre l'exaltation du Cérès en Gémeaux pour inverser les rapports de Mercure en domicile en Gémeaux et en exaltation en Vierge. Bon, on va inverser, on va mettre Cérès en domicile en Vierge et en exaltation en Gémeaux. Ben non, Cérès est bien en domicile en Vierge, mais il est en exaltation en Sagittaire, et c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire, ça se voit. C'est l'esprit de justice, aussi l'esprit de vérité peut être jupitérien, peut être une espèce de recherche philosophique de la vérité, mais alors celui qui possède la vérité, évidemment, celui qui croit la posséder et qui l'affirme dogmatiquement, c'est des gens souvent dangereux. Par contre, la recherche de la vérité existe. Celui qui vous dit non, chacun sa vérité, c'est tout aussi faux, parce que il n'y a pas chacun sa vérité, sinon on aboutit au chaos actuel, quoi, c'est-à-dire l'infernet, quoi. Chacun qui pense dans son coin des conneries sans qu'il y ait de synthèse possible pour confronter ça à la vérité. Et donc, mais la vérité existe. D'ailleurs, la science le prouve dans sa partie matérielle. C'est-à-dire que si vous appliquez la science sur le plan, je sais pas, par exemple de l'astronomie, vous allez découvrir que la Terre est ronde et que ça, qu'elle est pas plate. J'ai vu des gens qui croient ça. Maintenant, c'est assez affolant. Et évidemment, le discours c'est ça. Les cons, vous croyez que la Terre est ronde parce que la NASA vous a fourni des images truquées, mais écoutez, regardez autour de vous, vous voyez bien qu'elle est plate. Voilà, on ricane de la bêtise de celui qui a appliqué des connaissances. Évidemment, la démonstration ne se fait plus parce que c'est devenu tellement évident. On devrait apprendre ces démonstrations très très tôt à l'école pour dire non, effectivement, on a bien des preuves que la Terre est ronde, et ce depuis la Grèce ancienne avec la longueur de l'ombre
sur des piquets plantés en terre à midi. Enfin, ça a été fait par des grands mathématiciens, je sais plus leur nom, mais des grands mathématiciens grecs et etc. Donc, si vous voulez, l'ignorance a fait tellement de progrès grâce à Internet que c'est Infernet, quoi, c'est affolant. Donc l'esprit de justice et l'esprit de vérité, il faut se rappeler de ça, c'est les deux esprits qui peuvent vraiment, vous devez vraiment distinguer entre le vrai et le faux, et le juste et l'injuste, quoi, si vous voulez. C'est vraiment les deux trucs, c'est les deux trucs à faire en Sagittaire, sinon on est perdu, quoi. Alors, qu'est-ce qui va empêcher de faire ça? C'est un signe de feu, et donc le signe de feu, c'est les signes qui contiennent la force divine, et qui en même temps contiennent la force de l'orgueil. C'est-à-dire ce qui va booster l'orgueil à fond, c'est le feu. Parce que, par exemple, si vous êtes en colère, la colère, tout le monde sait que c'est du feu, et bien quand vous êtes en colère, vous allez voir que vous mettez à croire de tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez proférer comme phrase extrêmement violente sur l'autre, quoi, sur celui qui vous a dérangé ou ce qui vous scandalise, quoi. De quelquefois raison, hein, c'est pas la question que je veux poser, mais pendant que vous êtes en colère, vous vous embarquez tellement dans votre feu intérieur qu'en fait tout ce qui vous sort par la bouche, vous y croyez. Et une connerie dite sous l'effet de la colère va devenir aussitôt une vérité absolue. Donc on voit le danger les bouddhistes disent que 3 minutes de colère peuvent détruire 30 ans de méditation. Alors bon, les bouddhistes sont toujours les Tibétains, ils sont toujours très très imagés comme ça, un peu avec une pédagogie d'exagération quelquefois, qui est très sagittaire d'ailleurs. Par exemple, si vous parlez mal à quelqu'un qui est un initié ou un maître, vous avez 30 incarnations de crapauds. Enfin ouais, ils utilisent des fois la peur comme ça pour simplement pour en fait, mais derrière c'est assez juste, c'est-à-dire qu'en fait ils nous mettent en garde contre ce que l'erreur de l'ego peut projeter sur l'environnement, sur les autres, tout ça, et le mal que ça peut faire. Donc comment résoudre le feu? Puisque le feu, s'il est dirigé vers l'intérieur, c'est la puissance même qui va faire se révéler l'être. Et donc c'est pas ce que vous faites ou ce que vous voulez qui va marcher, c'est le fait d'avoir l'intention de retrouver l'être en soi-même et de le fréquenter par la méditation. Donc il y a les bouddhistes d'ailleurs disent que c'est trois dons merveilleux. Le bélier, le feu du bélier, c'est le don de l'existence. Vous avez la chance d'avoir une existence humaine, c'est incroyable, parce que selon eux, on n'a pas des preuves que ce soit très très vrai. Hein. Ça peut exister, mais disons qu'ils exagèrent beaucoup. Ils ont tendance à dire qu'on peut se réincarner en tant que n'importe quel animal, minéral, végétal, n'importe quoi, et que seulement quand la conscience prend la forme d'un être humain, elle a la chance énorme de pouvoir se voir elle-même. Donc c'est le fait même d'obtenir une existence humaine est un cadeau karmique extraordinaire. Bon, on peut constater que les âmes évoluant quand même, malgré tout, très rarement allant en arrière, quoi. Enfin, ça existe quand on peut aller en arrière, mais bon, ça c'est plutôt dangereux. Mais quand les âmes vont en avant, en général, l'incarnation suivante est de mieux en mieux, quoi. Je peux dire, elle contient enfin, c'est pas de mieux en mieux du point de vue du confort ou de l'agréable ou du désagréable, mais du point de vue de la conscience, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que c'est plus informé, c'est plus capable de relativiser, de moins se focaliser sur des bêtises. Enfin, on le voit à long terme quand on voit la violence ou la lourdeur qu'avait la plupart des esprits, je sais pas moi, vous remontez 5-6 siècles en arrière. Là, par exemple, les massacres qui se faisaient, il y en a encore dans le monde, il y a des endroits où il y a des massacres comme ça, mais en Occident, si vous mettez une arbalète ou une baïonnette dans les mains de n'importe quel jeune là de 30 ans, il va être incapable de trucider quelqu'un. Il va dire non, mais moi je peux pas, arrêtez, vous êtes fou, quoi, je vais pas tuer quelqu'un. Ouais, il peut pas. Alors qu'autrefois on le faisait, on disait allez, va, bats-toi pour ton roi, et puis le type il y allait, et puis trucider les autres en face avec beaucoup de sauvagerie. Donc il y a des choses, c'est vachement lent ce changement-là, mais il a réellement lieu. Néanmoins, la Terre est quand même un lieu de souffrance c'est comme disait un de mes initiateurs, il disait c'est une planète commando. C'est pas dans les planètes existantes au niveau des différents mondes, des différents univers, des multivers comme disent certains. C'est pas la plus brillante, quoi. C'est une planète un peu commando, un peu où on doit. Donc le Bélier, c'est le don de l'existence humaine, merveilleux don. La vie qui traverse ce corps humain va faire des expériences,
Et faire des expériences, c'est un cadeau extraordinaire. Qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est un cadeau extraordinaire parce que c'est la seule forme prise par la conscience qui permet de pouvoir être conscient de soi-même. Les animaux sont conscients de leur environnement de manière assez juste, mais ils n'ont pas la capacité d'être conscients de leur propre conscience. Vous allez me dire, la plupart des humains non plus. Oui, c'est exact. Mais disons que c'est la possibilité qui existe dans l'être humain, s'il ne suit pas les calembredaines que lui raconte son mental et qui prend du recul vers l'intérieur, il est capable de voir sa propre conscience en action. Et à ce moment-là, de se détacher justement des erreurs, puisque il va plus y être attaché, être focalisé dessus. Le deuxième feu, c'est le don de l'affirmation de la libération, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se libérer, on peut aspirer au chemin de l'individuation. On peut dire finalement, je suis pas simplement un moi, je suis une âme aussi. Et ce faisant, se dire, je vais prendre mon courage demain et je vais aller vers l'âme. Donc le chemin, la possibilité de faire le chemin de la libération, d'aspirer, en fait, d'être un aspirant, quelqu'un qui veut essayer de se libérer. Ça, c'est la deuxième feu, le deuxième don incroyable de feu qui est fait. Alors évidemment, à cet endroit-là, ça peut se transformer en orgueil, évidemment. Au lieu d'aspirer à se libérer du moi vers l'âme, on peut aspirer à faire de son moi un énorme ego et prendre le pouvoir sur les autres grâce à ça. C'est dommage. Alors justement, le troisième feu, le Sagittaire, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que, mais c'est quel pouvoir? En réalité, le Sagittaire, le don merveilleux qui est fait, c'est que l'être humain a un pouvoir spirituel. C'est-à-dire que il a le pouvoir de voir, sentir, enfin comment dire, ce que disent les maîtres indiens, c'est son, lumière et vibration. C'est les trois formes que peuvent prendre la vibration lumineuse de l'âme, quoi, du soi. Il y a un son qui peut être entendu entre les deux oreilles, à l'intérieur de la tête, comme un sifflement très léger, quoi, comme s'il y avait une espèce de doux sifflement qui indique que vous approchez d'un point de silence, en fait, de silence mental. La lumière, c'est la possibilité, les yeux fermés, de voir quelquefois ou des petits grains de lumière ou carrément la lumière blanche qui descend le corps en traversant le crâne, qui descend jusqu'au doigt de pied. Ça, vous pouvez le ressentir ou le visualiser si vous le ressentez pas, mais des fois ça peut se voir carrément. Et si vous méditez suffisamment longtemps, si vous faites des stages sur la méditation, par exemple. Et puis son lumière vibration, la vibration, c'est plus quelque chose que l'on sent dans le corps. C'est comme s'il y avait une douceur vibrante, quoi, quelque chose qui est chargé d'énergie, quoi, et qui fait que votre corps semble extrêmement vivant, extrêmement vibrant, plein d'une force inconnue, enfin inconnue au bataillon avant, quoi. Donc ça, c'est les pouvoirs spirituels. Alors les yogis nous disent n'y faites pas attention, ça vaut rien, ça veut que dalle, parce que ce qu'on appelle les siddhis en Inde, c'est-à-dire ça vaut que dalle. Si on s'attache à ça, on risque de retomber justement dans l'orgueil et on risque de retomber dans à nouveau la recherche du pouvoir, ce qui est le pouvoir politique, si vous voulez. Le pouvoir politique, c'est pas simplement les politiciens, hein. C'est tout pouvoir qui consiste à avoir prise, avoir domination sur un ensemble d'humains, que vous soyez chef d'équipe ou que vous soyez, voilà. Comment vous exercez ça, comment vous faites, est-ce que vous en profitez pour vous mettre pour vous hausser du col, pour vous mettre en avant, pour humilier ce que vous avez sous votre responsabilité. C'est valable pour un prof avec ses élèves, c'est valable, enfin bon, voilà. Et ça peut vraiment avoir des conséquences très négatives si c'est par exemple fait avec des jeunes enfants au niveau scolaire. Voilà, donc voilà ces trois dons du feu, ces trois feux positifs, donc préciosité de l'existence humaine, chemin possible de libération, donc la possibilité d'aspirer, d'avoir envie de se libérer, parce que les animaux n'ont pas spécialement envie, et puis le pouvoir spirituel, la capacité d'influer par sa vibration, sa lumière, son silence intérieur, d'influer sur soi-même et sur autrui ensuite. Dans un premier temps sur soi-même. Hein. Pour autrui, ça vient bien plus tard. Enfin, ça vient en même temps, ça se fait naturellement en fait. Enfin, celui qui veut enseigner autrui sans que ça soit venu naturellement, c'est un peu suspect quand même. Il y a quelque chose ça veut dire qu'il chercherait quelque part le pouvoir, une espèce de gloire personnelle. Et voilà, quand on est orienté sur le seva, le sens du service, on peut exercer un pouvoir,
sans qu'il y ait aucune négativité venant du pouvoir avec un P absolu, le pouvoir politique. Alors dans ce cas-là, j'appelle ça le pouvoir pôle-éthique, c'est-à-dire le pouvoir qui se focalise, le pôle, quoi, qui se polarise sur l'éthique, sur le seva, le sens du service, le sens du faire agir pour le bien de tous les êtres, pas simplement les êtres humains, pour les êtres vivants. Voilà. Bon, tout en relativisant, on n'est pas obligé non plus d'être spéciste, c'est-à-dire de croire que l'être humain est un animal comme les autres et que du coup il y a aucune différence entre voilà, une souris et un être humain. Ça c'est exagéré dans l'autre sens. On a tellement une espèce d'impérialisme total à cause de la Bible sur vous soumettrez tous les animaux du monde, enfin pour vous nourrir. On est encore en train d'en chier avec ça parce que c'est ça qui fait qu'on a une nourriture impropre et qui est trop sanguinaire, quoi, où on crée énormément de souffrance donc c'est pas nécessaire. Donc ça c'est une erreur presque de traduction, quoi. Voilà, j'arrête un peu sur le Sagittaire en général, mais c'est très important de retrouver donc l'esprit de justice en ce moment parce que c'est absolument nécessaire. Sinon, alors je vous rappelle la nouvelle lune qu'il y avait eu juste voilà, j'avais parlé de ce grand carré immutable et puis de cette position Mars-Pluton qui indiquait des violences et on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Alors c'est le 8 décembre 2024, c'était vers 5h15 je crois du matin. Si vous avez une autre heure, vous pouvez me la signaler, mais juste celle-là, moi. Bachar el-Assad, le fameux boucher de Damas, quoi, le boucher parce que c'était pas alors lui c'était pas du bœuf ou des cochons qui tuait, lui c'était carrément des êtres humains. Il avait embauché pour ça Aloïs, qui était un tortionnaire SS, qui était complètement sadique, un fou dangereux, complètement qui se réjouissait un pur sadique, qui se réjouissait de la souffrance, il adorait torturer, faire du mal, que ce soit femme, enfant, tout ça. Donc un nazi qui n'a pas été rattrapé, quoi, et qui était employé par Bachar el-Assad, par son père aussi d'ailleurs avant, pour semer la terreur totale dans les prisons. Et c'est un régime qui est soutenu évidemment par Moscou très fortement. Puisque, je rappelle, Poutine, le 99, d'après Nostradamus, viendra le grand roi des frayeurs. Bah, c'est Poutine, puisque la seule personne qui était nommée, qui est arrivée au pouvoir d'un grand pays en 99, c'est Poutine. Donc, et à la date précise d'ailleurs de ce qu'avait dit Nostradamus. Donc, j'invente rien. Donc, en tant qu'ami de Poutine, bon, bah, il a été hébergé à Moscou. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'immigration chez les Russes, il n'y a pas grand monde qui veut aller habiter chez eux. Alors du coup, on va bien accepter un réfugié politique qui risque la torture dans son pays. Oui, c'est sûr que dans son pays, s'ils le chopent maintenant, ils vont le pendre par les... Enfin bon, bref. Donc il fait bien de se réfugier chez son ami Poutine. Ceci dit, le fait que Poutine soit son ami confirme complètement ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur le type de moralité profonde et humanitaire qu'a Poutine, et donc le fait qu'on s'approche de plus en plus de la vision des 5 cavaliers d'Apocalypse, c'est-à-dire que tant qu'il y a des gens qui croient que bah non, il est pas, c'est l'OTAN, ou les médias mainstream qui lui font croire ça, et Trump, non, finalement, il va nous débarrasser de l'état profond, finalement, et puis il est envoyé par le Christ, enfin, on entend toutes sortes de conneries comme ça. Non, ce sont les 5 cavaliers d'Apocalypse. D'ailleurs, on trouve dans des écrits l'idée que le 3e cavalier d'Apocalypse, le cheval blanc, ça serait le Christ. Or, c'est une fausse interprétation. Les cavaliers d'Apocalypse sont 4 fléaux. Ce sont pas, donc le Christ c'est pas un fléau. Par contre, la religion dogmatique, qu'elle soit catho, protestante, islamique ou comme ça, même bouddhiste, hein, des fois, à chaque fois que des gens sont prêts à tuer au nom de leur vrai Dieu, oui, c'est ça. Donc le cheval blanc, c'est parce qu'il y a une espèce de pureté, genre Sagittaire, d'ailleurs il a un arc celui-là, un arc Sagittaire, on est en plein en Sagittaire, c'est celui qui croit qu'il a la vérité, qu'au nom de cela, il va détruire le faux Dieu chez l'autre, qui a force, lui il a le vrai Dieu et l'autre a un faux Dieu. Et quand vous regardez Netanyahou, c'est quoi son discours? C'est exactement ça. Et l'Iran, pareil. En face, et le pôle Iran-Israël, vous le comprenez mieux dans le schéma des 5 cavaliers d'Apocalypse. Alors, on voit bien que c'était inscrit, puisqu'il y a l'opposition Mars-Pluton qui représente vraiment le boucher de Damas, et puis son acolyte
sadique, diabolique Aloïs, là, qui l'a fini par tuer d'ailleurs, hein, et il a fini par avoir peur de lui, alors il l'a tué aussi, enfin bon, c'est des gens qui s'entretuent les uns les autres, horribles. On a bien ce Mars en Lion opposé Pluton, et tout d'un coup c'est Pluton avec Vénus, le peuple qui se libère de l'arrogance l'arrogance violente par une autre violence, hein, puisque c'est des rebelles qui ont obtenu ce renversement par la force. Alors je rappelle que, à mon avis, dès qu'il y a des renforcements par la force, c'est vachement rare qu'il faut quelqu'un qui ait une forme de sagesse qui soit là, parce que sinon la violence appelle la violence, et on a rapidement l'exercice de certaines rigueurs. Il suffit de se raconter à nouveau l'histoire du bolchevisme qui venait libérer le peuple russe, les prolétaires de tout pays, unissez-vous, pour ramener vraiment, redistribuer les richesses, ramener le bonheur chez les gens. Ce qu'avait vu à son époque Gracchus Babeuf et tout ça, c'est-à-dire l'idée de mise en commun de tous les propriétés pour que ce soit uniquement la nourriture des gens et leur bien-être, et non plus la propriété, comme disait Proudhon, la propriété c'est le vol. Et cette révolution russe se termine en camp de concentration, en goulag, en des millions de morts, parce que Staline vient rectifier en fait tous ceux qui sont révisionnistes, c'est-à-dire qui pensent pas comme il faut, et donc plus il devient violent, plus il y a des gens qui pensent pas comme il faut, évidemment, parce que personne n'aime être torturé, et donc il voit le nombre de ses opposants augmenter, et donc le nombre de gens tués pour réprimer le révisionnisme augmente, etc. Donc ça, on trouve ça très fortement dans le communisme, et évidemment dans le nazisme, dans le fascisme, c'est pareil, hein, c'est des espèces de totalitarisme, quoi. Alors ça, c'est l'aspect Mars Pluton. Et l'autre aspect qui n'est pas fini et puis qui va poser question en Syrie, bah c'est l'aspect que j'avais déjà écrit, Apollon au milieu du ciel, Mercure Soleil en Sagittaire, qui est carré à Mercure Soleil en Sagittaire, Apollon avec Orcus au milieu du ciel, ça montre l'hésitation. Est-ce qu'on va aller vers la démocratie? Est-ce qu'on va aller vers un humanisme? Parce que Apollon au milieu du ciel, ça indique que ça peut tout. Alors c'est marrant parce que ça vient en face, justement, exactement en face. On a Saturne et la Lune à ce moment-là qui sont en Poisson. La Lune arrive sur Saturne au moment où le Bachar al-Assad fout le camp, et HTS envahit Damas. Et donc, mais c'est un ex-Al-Qaïda, donc ça fout un peu la trouille, parce que pas rien qu'un peu, quoi. Parce que est-ce que c'est vraiment une libération? Est-ce qu'on va tomber à nouveau dans les talibans et tout ça, comme en Afghanistan, un truc horrible? Alors là, on voit Nessus, à côté de Saturne en Poisson, qui nous indique attention de ne pas se faire intoxiquer par des apparences. Les Afghans, hein, les talibans afghans, ont fait un peu comme ça. Ils disent, ne vous inquiétez pas, on va instituer un truc démocratique. Et puis là, maintenant, ils ont fabriqué une usine d'ensachage de femmes, quoi. Et avec voilà, les femmes sont plus que des produits à mettre en sachet, c'est tout. Elles ont plus droit à rien d'autre. Donc faut se méfier de ces Saturne en Poisson, qui est travaillé par ce grand carré en signe mutable. C'est vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que je crois, pourquoi je le crois, est-ce que c'est vrai, et si je crois à un truc ancien qui ne vaut plus rien, ben je risque de faire du dégât. Et donc ça, on peut très bien avec Saturne qui est pas rétrograde, hein, qui commence à arriver, mais il s'agit de prendre conscience du danger des religions quand elles ne sont plus reliées à une spiritualité vécue, c'est-à-dire un besoin avec Apollon en face de ramener de la paix. Alors tout ça c'est carré donc au Soleil Sagittaire. Alors le Soleil Sagittaire, ça représente le projet. C'est quoi leur projet? Est-ce que c'est le djihad? Alors, le djihad, je rappelle, ça veut dire guerre contre le mal, mais à l'intérieur de soi normalement, c'est-à-dire qu'il faut se battre contre l'ego. Et dans ce sens-là, le djihad, c'est une bonne explication spirituelle du fait que on a quelque chose à combattre en nous. Alors c'est pas la peine de le combattre de manière trop agressive, sinon on se coupe en deux, on devient moraliste. Mais c'est intéressant de voir que au moins ne pas croire à ce que nous raconte l'ego, quoi, ou le mental, quoi. Au moins ne pas croire, c'est-à-dire examiner le mental sans se laisser entraîner. Donc c'est ça, ce djihad, c'est une attention de tous les instants pour, si on veut vraiment s'éveiller, c'est une attention de tous les instants pour arrêter d'être embarqué par la moindre idée qui passe, quoi. Qu'on va faire sienne, qu'on va focaliser dessus, c'est mon idée, c'est moi, j'ai raison, tralala. Enfin, voilà. Et puis après, les projets,
Alors quel est le projet? Est-ce que c'est un projet qui est en accord avec l'Occident? Il y a pas mal de médias qui ont l'air de dire ah oui, ils sont pragmatiques, ils vont. Alors peut-être qu'il a dû donner des garanties pour sa propre économie. Il a dû donner des garanties à pays occidentaux pour recevoir des aides et puis redresser le pays. C'est possible parce que c'est en pleine galère la Syrie. Bon, quid du problème des Kurdes aussi, qui sont quand même un peuple qui est une nation entière qui n'a pas de pays et que la Turquie a envie d'exterminer à côté. Alors est-ce que la Syrie va le mettre à exterminer aussi? Est-ce qu'il va y avoir des accords avec les Turcs pour exterminer les Kurdes? Non, on n'a pas fini dans cette région-là d'en avoir parlé. Hein. Et puis le dernier point, c'est le Jupiter. Le dernier carré, c'est avec Jupiter en Gémeaux rétrograde qui dit bah oui, au milieu de tout ça, il y a une joie extraordinaire qui éclate des jeunes, du peuple, quoi. Jupiter rétrograde en Gémeaux, c'est-à-dire ils ont envie de retrouver la liberté, de retrouver le droit à la parole, le droit à l'expression et tout ça. Et tout ça, c'est 4 pôles très très différents. Hein. Le pôle démocratie humaniste, Apollon, le pôle Sagittaire, Mercure. Est-ce que le projet, quel est l'idéal de ce projet par rapport à l'Occident ou par rapport à des valeurs, quoi, des valeurs de djihad ou des valeurs occidentales. Le pôle Poisson, c'est de l'islam. Alors, c'est de l'islam ou c'est de l'islamisme? À partir du moment où il y a une prise de pouvoir politique, on est obligé de rajouter le isme, hein, parce que l'islam c'est une religion, c'est pas un mouvement politique. Donc à partir du moment où il n'y a pas le fidèle qui se tourne vers la Mecque, qui offre son cœur et qui essaye de faire des dons dans sa journée, enfin qui pratique les 5 piliers, si c'est pas ça, c'est quelqu'un avec une mitrailleuse lourde qui dit on prend le pouvoir au nom de l'islam, bon, ça devient tout de suite beaucoup plus douteux. On sait que le Coran a été pas mal trafiqué par environ 2-3 siècles après par les sultans et tout ça, et on n'a pas forcément le texte sacré pur de départ, et donc on peut tirer des fois n'importe quoi de ce texte pour comme prétexte à aller tuer des gens parce qu'on va extraire un tout petit bout et s'énerver là-dessus. Donc HTS, le fameux HTS, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une séparation d'Al-Qaïda totale? Ils ont compris que les erreurs d'Al-Qaïda et ils veulent amener l'essai d'une civilisation. Alors l'islam c'est vierge, hein, c'est presque comme l'écologie, c'est une tentative de moraliser la société en essayant de demander à chacun de faire les gestes convenables, responsables, de manière à ce que l'ensemble marche bien. L'écologie c'est comme ça aussi, c'est d'ailleurs l'islam c'est la couleur verte, hein, comme l'écologie. Sauf que l'écologie, c'est pas l'islam, hein, bien sûr, mais disons qu'il y a le même danger dans l'écologie, la même qualité dans l'écologie que dans l'islam, qui est de se dire, si on a la foi dans quelque chose, dans un Dieu, mettons, qui est bon et tout ça, ça doit pouvoir se voir dans les comportements. C'est-à-dire, il faut pouvoir aligner les comportements dans la cité, partout, pour que ces comportements soient justes, soient en accord avec une espèce de morale, chasser le mal et amener le bien, enfin voilà, et des institutions qui vont essayer de faire ça. Alors évidemment, c'est complètement contraire à l'esprit démocratique occidental qui dit qu'il faut bien séparer l'aspect spirituel de l'aspect politique. Alors lequel des deux a raison? À l'heure actuelle de l'évolution, il est possible qu'on soit obligé de revisiter notre copie parce que l'islam a fait des ravages. En fait, à chaque fois qu'on a relié la religion au pouvoir, on a fait des ravages. À Saint-Barthélemy, c'était pas en islam, c'était chez nous, mais c'était pareil. Donc on a fait des ravages parce qu'on a voulu unir en fait le politique avec voilà, Henri IV, vous connaissez l'histoire, voilà, qui s'est converti au catholicisme pour pouvoir calmer le jeu, et c'est l'édit de Nantes et tout ça, pour pouvoir ramener la paix entre deux factions qui se battaient pour comme disait Voltaire, est-ce qu'il faut ouvrir l'œuf par le petit bout ou par le gros bout? Et puis voilà, on va s'étriper pour ça, quoi. Sans voir l'essence de la religion, elle est intérieure. Bon, mais après, voilà, il y a un danger extrêmement grand qui existe dans la civilisation occidentale, de jeter le bébé avec l'eau du bain, de se dire, bon, bah, toutes les religions, ça amener des guerres, ce qui n'est pas vrai, mais bon, on va dire ça pour résumer. Les religions sont souvent très cons, ça je suis d'accord. Faut pas confondre avec la spiritualité. Et dès qu'il y a institution, dogmatisme, tout ça, ça prend une forme très très. C'était Eugen Druermann, un Allemand, il appelait ça les fonctionnaires de Dieu. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, quoi, les fonctionnaires de Dieu. C'est un bouquin très intéressant d'ailleurs, d'un protestant allemand. Bref, donc dès qu'il y a cette organisation comme ça qui est mise soi-disant pour voilà, l'église, la fille, l'église,
voilà, la maison de tous les chrétiens. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit de fabriquer une institution qu'il représenterait. Il a dit aimez-vous les uns les autres, et tout ce qu'il a dit. Donc, à un moment donné, le créateur de la religion, il doit se retourner dans sa tombe. Bah non, il doit se retourner avec sa croix à l'envers. Voilà, de voir ça, parce que on est très très loin de ce qui était recommandé comme type d'action. Et c'est pareil dans toutes les religions. Donc voilà, par contre, ayant analysé ça à travers les médias, à travers les philosophes du doute, Freud, Nietzsche, tout ça, Marx, tout ça, qui ont amené le truc. Attends, est-ce que la religion est encore un moyen d'aller mieux? C'est pas sûr. Donc il y a eu ce renversement, ça, de valeurs, qui a fait qu'on s'est dit. Et Nietzsche avait prévenu, il dit attention, il faut retrouver une espèce de spiritualité intense venant de l'intérieur. Alors il a appelé ça l'éternel retour, il a fait aussi des délires un peu Nietzsche, mais en gros il avait raison sur beaucoup de choses, ainsi parlait Zarathustra, c'est très intéressant. Et il avait vu intuitivement le cheminement de l'individuation. Jung finalement s'est inspiré de Nietzsche aussi. Et de Freud aussi, mais de Nietzsche. D'ailleurs Freud s'est inspiré de Nietzsche aussi, il l'a pas dit parce que Freud voulait jamais dire de quoi il s'inspirait, mais ça c'est autre chose. En fait, il s'inspirait beaucoup d'ésotérisme, Freud, Jung aussi, mais il lisait pas parce qu'il voulait pas que les scientifiques lui tombent dessus. Alors, il a rien dit, mais il était très intéressé à l'Égypte ancienne, il était très intéressé aux drogues, il était très intéressé au sexe, ça on le sait. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très sage, qui recherchait la vérité aussi, mais il ne montrait pas ses centres d'intérêt parce que sinon il se serait fait mal voir. Mais enfin, les trois philosophes du doute, donc Freud, Nietzsche et Marx, dans des domaines très différents. On pourrait rajouter Einstein qui a renversé complètement la vision de la physique qu'on avait depuis Newton. Mais donc c'est des gens qui finalement ont amené une vision qui nous rend extrêmement soupçonneux, suspicieux, on dit, par rapport aux religions. Et l'idée, c'est qu'on risque d'avoir, comme en Chine, la Chine et la France, regardez bien, dans la catégorie de l'Apocalypse, c'est un axe. France-Chine, c'est un axe. C'est l'axe athée. L'autre axe, États-Unis, et Iran, Israël, c'est l'axe des croyants. Donc religieux. Et cet axe athée, pourquoi il fait partie du coup du problème? Parce qu'on pourrait dire, bah oui, puisque les religions foutent la merde, c'est donc l'athéisme. Ben non, l'athéisme c'est pire parce qu'il va, au lieu qu'on croit en Dieu, on va croire dans un non-Dieu. C'est le traité de la théologie de Michel Onfray qui donne plein de prétextes qui sont pas valables pour croire que, enfin, qui sont des prétextes très courants, très très convaincants si on n'a pas réfléchi, surtout si on n'a pas vécu l'expérience spirituelle intérieure, évidemment. On peut avaler beaucoup de ces arguments-là, sauf que si on les a vécus, on se dit mais de quoi il parle? Évidemment qu'il n'y a pas de Dieu qui existe à l'extérieur, ça n'a jamais existé, mais le Dieu intérieur, oui, il existe. Le mieux pour bien comprendre la vision philosophique de Dieu, c'est pas Michel Onfray, évidemment, c'est plutôt Simone Weil avec un W, pas avec un V, qui elle a vraiment compris la puissance du Dieu intérieur et qui l'a vécu complètement dans sa chair aussi. Donc voilà. Donc voilà, je voulais montrer que l'Occident, en refusant la religion, parce qu'il en a suffisamment subi les dégâts, la Shoah est également une guerre de religion. Le nazisme, c'est une forme de religion. C'est une religion satanique, si vous voulez, mais c'est une religion aussi. Il faudra qu'on l'analyse un coup, si on a le temps, que je vous lise le thème de Mein Kampf, quoi. C'est quand même... voilà, c'est une religion satanique, quoi. Bon, bref, ça se voit dans le thème aussi. Très intéressant de voir qu'est-ce qui était derrière tout ça, quoi. Bref, donc à partir du moment où on voit que tout fanatisme religieux, même s'il cesse d'être religieux, c'est-à-dire qu'il coupe avec la mystique comme dans le nazisme et qui crée une pseudo-mystique, quoi, une mystique du fanatisme, eh bien oui, effectivement, ça amène le malheur, alors que le simple humanisme peut amener du bonheur. On va faire attention aux êtres humains, on va essayer de pas aller le traiter, on va essayer qu'il n'y ait pas d'enfants ou de gens qui dorment dehors, on va essayer, tu vois, les grandes promesses de Macron, quoi, de 2017, quoi, toutes celles dont il n'a rien appliqué, et qui elles sont vraiment valables au niveau du politique. Il est sagittaire aussi, comme par hasard, qui sont la vraie direction à prendre. Et c'est la direction que prennent ses paroles, mais pas ses actes. Les actes vont dans le sens exactement inverse. Quelqu'un, il dit des choses, puis il fait l'inverse, quoi. Donc ça s'appelle les pervers, quoi. C'est une forme de perversion, c'est le pervers narcissique.
il a besoin d'avoir raison, c'est tout, et ce qu'il va faire va contredire complètement ce qu'il prétend vouloir faire ou dire. L'essentiel étant qu'on l'écoute et qu'on voit, ah, qu'est-ce qu'il parle bien le monsieur, ah bravo, il a adoré Notre-Dame, quoi. Il s'est mis à prêcher, mes très chers frères, mes très chères sœurs, non, françaises, enfin, il buvait du petit lait, là, sur sa chair, en train de faire un discours pour se mettre en valeur. Et le pauvre, c'est Bachar el-Assad qui a volé la vedette. Il a pas de chance, le pauvre. Ça a duré une journée où il allait monter au pinacle, tout en haut de la cathédrale, en ascension, comme Jésus, quoi. Aspirer vers le ciel, puis pouf, il est retombé d'un coup sec, parce que la télé, Bachar el-Assad qui prend la vedette. Oh, le pauvre. Il n'a pas de chance, pauvre Macron. À chaque fois qu'il essaye de se transformer en Jésus, Emmanuel, ça veut dire l'appeler, hein. Il est appelé à devenir, c'est l'élu, quoi. Il a été élu, quoi, par les couillons. Bon, bref. Ouais, le grand danger, donc, c'est ça. C'est qu'on perd la spiritualité en croyant que la croyance en un non-Dieu est meilleure que la croyance en un Dieu. C'est pareil. C'est le même genre. Tout ça, c'est de la croyance. Et c'est ça, les 5 cavaliers de l'Apocalypse aboutissent à la croyance maximale qui est au centre, qui est la croyance poutinienne, c'est-à-dire, moi seul j'ai raison, je gouverne par la peur, la violence c'est la peur, et il n'y a que ça de vrai, quoi. Donc exactement l'inverse du message du Christ, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un antéchrist, parce qu'il y en a plusieurs. Napoléon était un antéchrist, Hitler était un antéchrist, donc Poutine était un nouvel antéchrist. À chaque fois quand on a ces termes-là, c'est pas des termes personnels, hein, c'est des formes vibratoires dont la conscience a besoin pour nous réveiller de nos illusions, quoi. Il faut toujours que les gens croient dans une connerie pour se réveiller après et dire, ah, finalement on n'aurait pas dû y croire. Alors, et des fois ça fait des dégâts, mais si les gens croient en masse à quelque chose, il faut la conscience va leur donner, ah bon, vous voulez Marine Le Pen, vous allez la voir, vous allez voir, et puis comme ça après vous comprendrez. C'est malheureusement comme ça que l'humanité n'évolue que par des énormes erreurs comme ça qu'elle fait. Et alors évidemment, si vous étudiez l'histoire et que vous l'enseignez et que vous la faites passer en l'information, il y a de grandes chances que ces erreurs ne se reproduisent pas. Mais comme plus personne ne connaît l'histoire maintenant, c'est marrant. On pose des questions à certains jeunes maintenant sur toute l'histoire, ils savent plus du tout. Ils sont incapables de situer des trucs qui sont à des siècles de différents. Ils sont incapables de les situer dans le temps. Donc ils n'ont plus la logique de progression qu'a eu de l'humanité à travers ces siècles différents et les mouvements de pensée qu'il y a eu. Et du coup, un mouvement de pensée complètement destructeur peut très très bien revenir. Il n'y a plus aucun garde-fou, quoi. Victor Hugo disait l'éducation coûte cher, point d'interrogation. Eh bien, essayez l'ignorance. Eh ben, au lieu de voir que c'était qui nous mettait en garde, on le prend au mot. On essaye vraiment l'ignorance avec Internet, tout ça. Et évidemment, ça risque on a la surprise de voir que les gens votent comme des pieds, quoi. Voilà, donc ça c'est important à dire, le grand danger que court l'humanité, c'est la suppression de la spiritualité, c'est-à-dire du mouvement intérieur vers l'amour, vers la vérité, vers la vraie santé, la vraie nourriture, la vraie santé. Ces 3 mouvements-là sont inversés. On bouffe de la merde, on est amené à un ressentiment très profond dans le corps, parce qu'on n'en peut plus, on en a marre des oppressions, et on essaye de projeter ça sur un bouc émissaire. Ça peut être l'étranger, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous aider, ça peut être quelqu'un, peu importe, ça peut être le voisin qui vient d'arriver parce qu'on le connaît pas. Enfin, c'est tout ce qui va être différent de nous-mêmes va être possiblement une cible pour nous venger. Ça, c'est pour le cœur, et pour la tête, c'est comment dire, ça va être le mouvement de dispersion, comment on pourrait appeler ça, de désagrégation des idées, des pensées, plus de cohérence, plus de logique entre les phrases, entre tout flotte dans une bouillie informe sous forme de petits morceaux de grumeaux, de grumeaux de pensée. Et il y a une dispersion. La dispersion crée une angoisse, parce que quand la pensée n'est pas cohérente, l'angoisse augmente, ça c'est normal. La peur, moins une pensée est cohérente, plus l'angoisse augmente, et plus l'angoisse augmente, moins la pensée a des chances de devenir cohérente. Donc il y a un cercle vicieux comme ça. Si vous arrivez à rendre votre pensée calme et cohérente,
le système nerveux se calme, les émotions baissent en intensité. Du coup, l'émotion baissant en intensité, les pensées émergent de plus en plus clairement du domaine des croyances et vont de plus en plus vers les domaines de la connaissance. Il faut sortir des croyances pour arriver dans le domaine de la connaissance, sinon il n'y a pas de connaissance. Il y a des faux savoirs, oui, mais il n'y a pas de vraie connaissance. Et ça, il n'y a pas grand monde qui fait ce chemin-là, mais bon, moi je conseille de le faire, donc de toute façon, je suis pas là pour parler à 7 millions d'abonnés, comme je sais même plus comment ils s'appellent, les influenceurs, je les connais pas, ça m'intéresse pas, mais bref, voilà, moi s'il y a quelques personnes qui écoutent et que ça leur fait du bien de rencontrer un véritable ésotérisme, comme pas comme tellement le fait sur Blast, voilà, des gens qui ont vraiment réfléchi à l'ésotérisme authentique, bon ben ça change un peu des pseudo-ésotériques à l'américaine, là, qui sont des millions de followers et qui vous disent qu'il y a une base secrète d'extraterrestres sous l'aéroport de Dallas et que voilà, et qu'il y a des reptiliens qui sont au pouvoir et que quand ils se déshabillent le soir, ils ont une queue pointue, enfin les conneries qu'on peut entendre, c'est effarant, quoi. Et que voilà, alors tous les collusions qui peuvent très bien s'expliquer par l'avidité humaine, le capitalisme et comment ce que j'appelle le plot des cons, quoi. C'est-à-dire comment les cons avides de pouvoir, de richesse, tout ça. Il y a un bouquin d'Hervé Kempf qui s'appelle une BD qui vient de sortir. Si vous, pour Noël, si vous n'avez pas quoi offrir, c'est ça qu'il faut faire. Hervé Kempf, comment les riches saccagent la planète et comment les en empêcher. Bon, voilà, ça c'est les cons. Il crée des plots, c'est-à-dire des piliers, des concentrations de capitaux, de force, sur une marque, sur un logo, quoi, sur leur logo, leur marque. Et ces plots sont très très puissants. Ça s'appelle à Bruxelles, ça s'appelle des lobbies. Une fois que c'est transformé en agents d'influence qui ont des discours qui sont faits, publicitaires qui sont faits pour persuader les pauvres petits débutés qu'ils ont fait une recherche scientifique là-dessus et qu'il faut suivre ce qu'ils disent, alors qu'ils ont truqué les recherches scientifiques dans l'intérêt de leur propre lobby. Eh bien, donc tant qu'il y a ça qui marche, si vous voulez, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu le fil, pardon, je suis un peu fatigué. Oui, donc oui, c'est ça, le plot des cons, quoi, c'est-à-dire comment les cons sommateurs se rassemblent autour d'une marque parce qu'on leur a pilé le mental pour leur dire d'acheter cette marque, que ce soit une marque d'essence, de pétrole ou de nourriture ou de McDo, peu importe. Voilà. Et il faut pas confondre ça qui est la vraie explication de la pourriture de la matrice, quoi, cette espèce de système qui s'auto-engendre dans la négativité de plus en plus profonde, comme un tourbillon qui nous fait descendre de plus en plus vers le bas, un immense tourbillon dans lequel on flotte dans nos petites barque, chacun notre barque d'individualité, quoi, notre barque d'essayer de trouver de quoi se nourrir dans ce monde, quoi, de payer son loyer, tout ça. On tourne en rond et puis ça vidange de plus en plus vers le bas. C'est comme une immense spirale qui est aspirée par un goulot d'étranglement, quoi. On va là-dedans à cause des plus riches, quoi. Et évidemment cette cohérence totale que ce mouvement vers le bas qui a l'air totalement cohérent, dans le simplisme, on va dire qu'il est volontaire, qu'il est voulu par ces gens-là. C'est-à-dire on transforme le plot de cons que nous sommes en complot. C'est-à-dire en quelque chose qui serait prévu d'avance pour nous faire souffrir. Mais ils s'en foutent, eux, qu'on souffre ou pas. Ils s'en foutent de notre souffrance, mais leur intérêt n'est pas non plus de nous faire souffrir ou de nous faire mourir, comme on entend parfois. Leur intérêt, c'est de se faire un maximum de fric, quelles que soient les souffrances que ça engendre. C'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire, ils sont inhumains, certes, mais c'est pas je suis le maître du monde, je vais tous vous faire mourir, voilà. Bon, ça c'est Walt Disney, quoi, c'est des dessins animés, quoi, mais faut arrêter quand on a plus de 18 ans de croire à ça, quoi. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Comme dit Edgar Morin, il faut une certaine lucidité, quoi, une certaine complexité de la pensée pour voir comment ça fonctionne. Bon, voilà, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est important donc de voir que si on veut pas être pris dans ces illusions qui croyaient être des rébellions, il y a plein de gens qui se croient rebelles alors qu'ils sont juste réactionnaires, parce que le réactionnaire se reconnaît au ressentiment. C'est le ressentiment qui le guide, c'est pas l'amour de la justice, c'est pas l'amour de la vérité. Ça c'est le rebelle. Mais tout le monde, c'est à la mode de se croire rebelle sur le plateau de télé. Ah ouais, moi, je suis rebelle, j'obéis pas, je suis un insoumis, le mouvement de LFI, c'est ça, la France Insoumise, ils ont choisi ce nom. Ouais, c'est une mode très très forte en ce moment, mais c'est une mode stupide parce que en fait,
c'est pas l'insoumission qui compte, c'est ne pas obéir à l'injuste et à ce qui est pas vrai. Si vous obéissez momentanément à un bon thérapeute ou à un bon gourou ou maître qui est un vrai maître, hein, pas un faux, parce qu'il va vous guider vers quelque chose il va vous aider à vous libérer, il n'y a pas de problème. Il faut être insoumis par rapport au pouvoir négatif, bien sûr. Cessez d'être soumis et bientôt vous serez libre. Et ces gens qui se prennent pour des rebelles, qui sont en fait des gens qui sont en récession réactionnaire, alors c'est réactionnel d'abord, puis ça devient réactionnaire ensuite, ils vont petit à petit compléter les rangs de l'extrême droite pour en faire la force principale, quoi. C'est inéluctable, sauf si on arrive à sortir du ressentiment, et pour ça, il faut sortir des fausses informations également, quoi. Je vais mettre... je crois que c'est Averroès, j'ai cette citation là quelque part, voilà, qui disait l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. 12e siècle Averroès. Ça a été repris par Maître Yoda dans Star Wars sous une forme à peu près identique. Voilà, donc ça c'est la clé du Sagittaire, quoi. Elle est là. Donc voilà ce que je voulais faire, un petit résumé sur la Syrie. Donc je vais essayer donc la nouvelle lune suivante sera le 30 décembre 2024. Donc dernier mois sans Trump, avant que les quintuplés donc les 5 cavaliers de l'Apocalypse ne soient totalement réunis pour notre malheur. Quand je dis ça, le but c'est pas de vous assombrir, c'est même si, parce que la réalité se passe comme ça, c'est pas bien grave, mais par contre le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme solution. Évidemment les solutions tout va bien, je vais bien, et puis on va faire la fête parce que vaut mieux en profiter tant qu'on est vivant, ça va rien donner de bon, hein. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc il y a une vision de l'intériorité de l'être humain qui peut complètement renverser la table de manière beaucoup plus efficace que n'importe quel Kalachnikov. Et cette vision-là, elle est possible si suffisamment de gens en prennent conscience, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que il faut simplement se rendre compte qu'on a le pouvoir, comme chante Patti Smith, People have the power. Bah oui, les gens ont le pouvoir réellement, c'est pas les États qui ont le pouvoir, même s'ils ont le pouvoir de faire très peur avec leurs armes, leurs policiers, leurs CRS, tout le bazar. En réalité, c'est les gens qui ont le pouvoir. Cessez d'être soumis, bientôt vous serez libre. C'était donc la Boétie. Il disait aussi les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'était la Boétie aussi, le copain de Montaigne. Voilà. Faut bien voir, cesser d'être soumis, et bientôt vous serez libre. C'est pas tout de suite, hein, mais bientôt. Et il faut cesser d'être soumis pendant un certain temps, et les causes de la liberté apparaissent à ce moment-là intérieurement et extérieurement aussi, dans un second temps. Donc s'occuper de l'intérieur d'abord, l'extérieur vient ensuite, toujours, hein, c'est dans cet ordre-là. Si vous occupez de l'extérieur, vous ne vous rendez pas compte de l'extérieur et le résultat des karmas accumulés avant. Donc c'est comme si on essayait qu'on rentre chez soi, que c'est inondé partout, parce qu'il y a quelqu'un a laissé la baignoire se remplir en disant je vais prendre un bain, puis il a oublié, puis il est parti au boulot. Donc vous rentrez, il y a de l'eau partout qui coule dans le couloir, tout ça, et les voisins qui râlent en dessous. Et que si vous essayez de tout de suite prendre une serpillière, de rincer, de mettre ça, voilà, plus possible dans les water, mais vous oubliez de fermer le robinet. Je sais pas si vous voyez, vous risquez ça risque de durer très très longtemps. C'est ça, s'occuper de l'extérieur avant de l'intérieur. C'est ne pas se rendre compte que le robinet, la source de toutes les pensées, c'est elle, en tant que conscience de base, que ce soit des pensées vraies ou fausses, agréables ou désagréables, mais c'est pas le sujet, je vous l'ai déjà dit, mais vrai ou faux, c'est le sujet. Des pensées lumineuses ou sombres, c'est encore plus haut. On dirait maintenant négatif ou positif, mais j'aime pas trop ces termes-là parce que c'est confondu avec optimiste, pessimiste, qui veut rien dire du tout, hein.
Quand vous êtes lucide, vous paraissez être pessimiste, c'est pas du tout pessimiste, parce que quand vous êtes lucide, vous voyez aussi que les vraies solutions, et donc vous êtes plus dans l'illusion d'aller chercher les fausses solutions en étant joyeux, alors que ça va se planter 10 mètres plus loin, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc on va essayer de regarder un petit peu. Donc la nouvelle lune suivante, elle a lieu le 30 décembre 2024. Et je vais vous recommander juste pour terminer, parce que ça va suivre comme ça, je pense, c'est les différents petits liens que je vous recommande. Comme on voit que c'est l'idée de l'écologie, avec Apollon en Vierge qui est fort, il y a l'écologie qui est là, qui est chahutée aussi, qui s'oppose à Saturne en Poisson, l'idée la fin du mois qui s'oppose à la fin du monde, qu'on va dire ça comme ça. Alors que normalement, du coup, ceux qui parlent de pouvoir d'achat refusent les manœuvres écologiques. Ceux qui parlent d'écologie refusent de voir que les gens ne peuvent pas forcément acheter bio parce on est en train de leur piquer leurs sous pour rembourser la dette aux banques. Donc c'est ça qui est la catastrophe. Hein. Il a bien dit, Béraud, qui vient d'apparaître, qui vient sortir le chapeau. C'est mon Dieu, la situation est terrible. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui dorment dans la rue, voilà, les pauvres, les gens qui n'ont plus de quoi bouffer. Non, c'est les banques qui vont pas être remboursées. Ah bon, c'est ça qui a été terrible. Ah ben j'avais pas compris alors, c'est vrai. Donc, quelle tristesse, les pauvres banques. Alors, oui, donc, comme c'est un mois consacré un petit peu au domaine de l'idéal par rapport à l'humain, je recommande le 9 décembre sur France Culture à 23h. Il y a eu la campagne, il devait être à une autre heure aussi un journée, c'est la campagne d'Amnesty sur les droits de l'homme. Ça c'est très important à non seulement à écouter mais à faire, quoi. Ça c'est vraiment, c'est l'un des seuls groupes Amnesty avec Greenpeace, si vous voulez, qui font un véritable travail, ce que j'appelle politique. Ils sont pas simplement dans le politique, ils ont une longueur d'avance au niveau de la vision. Souvent parce que c'est des gens qui avaient aussi une origine spirituelle en amont. Et pour les droits de l'homme, c'est vraiment Amnesty. Pour les droits de la terre ou des animaux, c'est vraiment Greenpeace. Et pour les droits de l'homme, du coup aussi, parce que les droits de la terre et des animaux font partie des droits de l'homme en fait, en réalité. Si on sait bien regarder les effets en profondeur. Si on supprime toute vie sur Terre, on va voir que l'humain, il aura plus grand chose à bouffer. Ce que disait le chef indien Sitting Bull, là. Quand vous aurez détruit quand vous aurez pêché le dernier poisson, que vous aurez détruit le dernier arbre, quand vous aurez asséché les dernières rivières, que vous aurez transformé la terre en désert, alors seulement vous vous rendrez compte que votre billet vert ne se mange pas. Et oui. Donc c'est des Indiens d'Amérique qui ont dit ça il y a environ ça presque 2 siècles. Donc c'est dire voilà ce que c'est qu'une vision spirituelle, quoi. Ça a de l'avance en général. Évidemment, à l'époque, ils pouvaient pas comprendre. Maintenant, on comprend. On commence à comprendre. Et encore, c'est pas fini. L'autre émission que je recommande, c'est La Terre au carré, toujours. Hein, mais celle du 11 décembre est particulièrement gratinée. Bah, surtout quand au milieu, il y a la lutte enchantée de Cyril Dion qui est pas mal. Mais c'est surtout qu'il parle de la guerre des métaux au Congo. C'est extrêmement intéressant. Ça fait un bout de temps que ça dure. Faudrait remonter dans l'histoire ancienne jusqu'à l'assassinat de... Comment il s'appelait déjà? Lubumba? Oui, Patrice Lubumba, c'est ça qui avait... Enfin, la décolonisation du Congo, le fameux Congo belge, les massacres, enfin bon, c'est l'histoire du Congo, c'est une histoire assez dramatique et qui continue de l'être. Non plus par les espèces de colons sanguinaires belges qui avaient existé là-bas. C'était là les Belges, du coup, qui sont un peuple plutôt gentil, ils avaient le contraire exact au Congo. C'était des vrais nazis, quoi. Et donc, il y a un livre qui vient de sortir. Alors ça, pareil pour Noël, si vous savez pas quoi offrir, c'est Fabien Lebrun, Barbarie numérique. C'est un livre qui m'a l'air très intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais alors il m'a l'air, vu ce que raconte le mec, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment comprendre de l'heure actuelle. Et c'est vraiment c'est l'avenir, quoi. Ce qu'il dit là, c'est vraiment l'avenir de les luttes, la lutte enchantée, les luttes qu'il faut avoir maintenant pour éviter que... Alors les EHS évidemment sont en première ligne pour ça, parce que c'est eux qui sont les petits soldats qui sont sacrifiés dans cette lutte-là. Mais disons qu'on envoie dans les goulags
zones blanches pour après les faire griller dans les zones blanches où ils étaient réfugiés, puisque aucune zone blanche ne doit survivre, donc aucun EHS ne doit survivre, puisqu'ils ne peuvent survivre que dans les zones blanches. C'est vraiment le premier projet d'extermination d'êtres humains qui revient en Occident, comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas eu déjà ça il y a 84 ans environ. Cyril Dion a recommandé aussi le bouquin de Christian Bobin, le plâtrier siffleur. Le plâtrier siffleur, je pense que il a pas tort, parce que Christian Bobin, c'est quelqu'un qui est mort il y a pas longtemps, qui était vraiment un très grand poète et très inspiré. Donc, et puis la BD d'Hervé Kempf. Donc, alors cette BD d'Hervé Kempf, c'est un peu une réponse à la BD écolo. Je me rappelle plus son titre, pro-nucléaire, là, qui avait été fait par, qui a été un best-seller, là, qui a été fait par Jankovici, plus un dessinateur, je sais plus comment il s'appelle, et qui s'est vendu énormément. Et moi, en le regardant, j'étais un peu malheureux parce que ayant été formé pour être ingénieur en nucléaire, je connais le détail des grandes sécurités qui existent dans cette technologie, mais aussi des grands dangers. Et je suis devenu antinucléaire en connaissance de cause. Et Jankovici m'énerve parce que il ne prend pas la mesure du vrai danger de cette technologie. Et il nous dit, oui, évidemment, le danger du CO2, mais du coup, il a facilité, en fait, l'EPR, c'est-à-dire Ensemble pour la République, ouais, l'EPR, c'est-à-dire, en fait, c'est le nom de ces espèces de centrales nucléaires qui sont pas du tout au point et que la France veut vendre partout, et l'EPR de Macron, quoi. Il a facilité le fait que les Français recommencent à retourner vers le tout nucléaire, alors que c'est une ruine totale au niveau financier, et c'est pas du tout une énergie renouvelable, contrairement à ce qu'on nous dit. L'uranium, c'est pas une énergie fossile, d'accord, on est bien d'accord, mais c'est une énergie qui est pas renouvelable, qu'il faut puiser dans la terre, et qui est en ce moment en train de nous disparaître complètement, parce que toutes les sources d'uranium sont piquées par Poutine, qui nous pique tous les pays d'Afrique, l'ancienne France-Afrique. Oui, on s'est comporté comme des colons, alors il arrive à intoxiquer toujours les mêmes méthodes des hackers. Il a intoxiqué les Américains pareil, il a intoxiqué les petits Africains en disant regardez ces saloperies de colons français qui vous exploitent depuis 50 ans, et c'est vrai en plus, mais il se sert d'une rébellion, d'une révolte logique contre l'exploitation des ressources de pays pauvres qui n'en retirent presque rien. Ils sont là pour... On va vous faire une belle route, comme par hasard, elle va de la mine jusqu'au port pour enlever le minerai, et dire, on vous a fait une belle route, comme si c'était pour eux. Et les autres qui sont dans la brousse, ils n'ont pas de route, parce qu'il n'y a pas de minerai. Donc c'est vraiment la pseudo-développement colonial, quoi, qui est toujours voilà, l'espèce de prétexte tout le temps répété par ceux qui sont les capitalistes, quoi. Donc voilà, l'histoire de Macron, ça fait Mars con, si on rajoute un S, c'est-à-dire cette volonté de faire des choses qui vont exactement à l'inverse du bon sens. Mars rétrograde en Lion, quoi. Et là, il est travaillé en ce moment, puisque Mars est effectivement en Lion, avec l'opposition de Pluton, et normalement, il devrait être capable de se mettre, tous ceux qui ont une planète en Lion, comme ça, en début, sont un peu remis en question, un peu difficilement par Pluton. Mais bon, c'est certain que là, il a bien du mal, lui, à se remettre en question. Saturne en Vierge fait un peu ça, quoi. Il a une tendance à être un peu hypnotisé par son propre mental, quoi, à croire que les prétextes qu'il se donne sont bons, puisque c'est les siens, quoi. C'est un truc qui s'auto-hypnose en lui-même et qui ne voit pas... par exemple, tout le monde est d'accord, les grands politologues, tous les partis sont d'accord pour dire qu'il s'est planté, il a fait une grosse connerie en faisant la dissolution, mais il y a un seul qui ne le croit pas, c'est lui. Comment il fait pour pas atterrir? On ne sait pas, c'est le mélange entre le Mars en Lion, le Saturne en Vierge, et le Jupiter en Cancer qui le rend très optimiste. Et 3 planètes qui sont rétrogrades, qui sont comme par hasard les 3 planètes du politique. Bon, j'avais dit il y a longtemps, quand il a été élu, j'avais dit que ce serait catastrophe, puisque les 3 planètes du politique sont toutes rétrogrades, et donc il aurait fallu qu'il soit philosophe, qu'il réfléchisse, ou qu'il soit prêcheur, ça lui va très bien, il adore prêcher, mais surtout qu'il passe pas au concret du politique, et malheureusement, on l'a choisi comme président. Donc on a des beaux discours et des conneries de faites sans arrêt. Et il est tellement têtu qu'il refuse totalement de mettre quelqu'un comme Premier ministre qui pourrait arranger les choses.
Bon, il va y avoir Bérou. Alors Bérou a l'avantage d'être un vrai centriste par rapport à lui, qui est un faux centriste, parce qu'il a prétendu qu'il était ni de droite ni de gauche, mais il était ni de gauche ni de gauche surtout. Donc Bérou, le centrisme, enfin c'est la droite molle, hein, c'est comme Hollande, c'est du centrisme aussi, tout ça. Ça fait longtemps que la gauche est plus là. Ce qui fait que ça permet à ces gens-là de dire que les filles qui sont assez agressifs, mais de gauche, simplement de gauche, on va prétendre, comme ils sont agressifs contre cette absurdité qu'on nous fait, ils sont vus comme d'extrême gauche. Ils sont pas du tout d'extrême gauche. Ça, je l'ai déjà dit. C'est vraiment, on réussit à nous faire avaler des couleuvres incroyables. Par contre, je dis pas que Mélenchon est calme, gentil et diplomate, hein, c'est pas ça que je dis. Mais prétendre que parce qu'il s'énerve très fort, souvent pour des très justes causes. D'ailleurs, qui c'est qui a dénoncé le génocide qui a lieu en Israël, c'est lui, hein. Donc du coup il s'est fait traiter comment dire, antisémite. Bon ben maintenant l'ONU est antisémite, la plupart des groupements, Amnesty International est antisémite, tous les groupements d'aide, la Croix-Rouge est antisémite, tous ceux qui sont humanistes sont devenus antisémites du coup, puisqu'ils sont tous. Non, on a affaire à un nazi, comme disait un nazi sans prépuce, quoi, comme disait Guillaume Meurice, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, c'est réellement un nazi, quoi. Donc il a et ça c'est marqué dans les 4 cavaliers qui sont en place, les 5 cavaliers qui sont les 4 cavaliers qui sont 5, comme les 3 mousquetaires qui sont 4. Voilà. Alors je vais essayer de terminer par un petit exercice de visualisation. J'ai failli oublier. Vous pouvez faire un arrêt à cet endroit-là, et puis revenir plus tard pour faire ça. La méditation contient 6 phases, 6 axes. Il y a l'intention de l'axe bélier-balance, c'est l'intention de l'être. C'est-à-dire, on va avoir l'intention d'être au quotidien plusieurs fois, en tout, c'est 1 heure, quoi, ça s'appelle la méditation. C'est-à-dire, et ça va s'opposer à l'ego, au moi social, c'est-à-dire au mental conditionné. Donc l'axe bélier-balance, c'est-à-dire, je me réveille en tant qu'être. Ça vient après le premier tour de zodiaque. Quand vous faites un premier tour de zodiaque, vous explorez les signes tels que vous les connaissez. Puis après, vous recommencez au bélier pour un deuxième tour. Et ça, c'est quand l'âme va apparaître. Donc on commence par l'intention de l'être. Et c'est ça qu'on va placer en tout début de méditation. Pour éviter, en fait, d'être pris par le moi social habituel. Le mental conditionné par la matrice collective, quoi, quelle qu'elle soit. Et à n'importe quelle époque qu'on soit. Après, l'axe taureau-scorpion, le taureau va vous donner la posture en 7 points. C'est souvent appelé la posture de Vairocana, dans lequel on redresse la colonne, c'est une verticalité bien comprise, le menton rentré, la colonne vertébrale vraiment étirée vers le haut, et puis une base très solide, bien installée, avec une légère cambrure. Voilà, donc il y a 7 points qui permettent l'immobilité tranquille, totale, sans effort et sans douleur. Bien qu'il peut y avoir des douleurs passagères, mais elles vont être dues non pas à la posture, mais à des crispations émotionnelles ou des refoulements. Alors évidemment, ça s'oppose aux scorpions, qui sont les maladies psychologiques, les mémoires négatives à guérir. Elles apparaissent à ce moment-là. Dès que la posture est bonne, tous les miasmes négatifs apparaissent. Donc on voit que le taureau travaille avec le scorpion en équilibre comme ça. Alors je vais décrire à chaque fois les signes collectifs de la balance jusqu'au poisson en négatif. C'est pas parce qu'ils sont tout le temps négatifs, mais c'est que du point de vue de ce premier demi-cycle du bélier à la Vierge, on est obligé de considérer comme négatif les signes en face, parce que la découverte de l'âme est une négation de l'ego, forcément. Il y a une guerre un petit peu entre l'âme et l'ego en tant que attirance du moi qui doit choisir. Alors bon, ça se choisit par maturité, donc on choisit pas vraiment, mais disons qu'on doit apprendre à choisir quand même si ce libre arbitre est pas énorme, à aller de plus en plus vers l'âme et à renoncer de plus en plus à l'ego. Donc la posture en 7 points nous fait remonter les différentes mémoires négatives qui sont dans le corps. Ensuite, le Gémeaux-Sagittaire, l'axe Gémeaux-Sagittaire, on va s'aligner par la respiration, le Gémeaux, les poumons. Alors on va faire attention à la respiration alors on peut rajouter un mantra ou fixer un point. Il y a d'autres manières de se focaliser, voilà. Mais on peut se focaliser vraiment sur les cycles les phases inspire, expire, et mettre un mantra par-dessus. Où il y a les phases, les phrases cycliques que donne Thich Nhat Hanh. J'inspire,
je calme le corps, j'expire, je souris, inspire, instant présent, expire, instant merveilleux. C'est un mantra cyclique qui à mettre sur la respiration. Ou alors la phrase du Durkheim qui est géniale, qui est je me lâche, je me donne, je m'abandonne à l'expire. Les 300, tête, cœur et hara. Et puis sur l'inspire, je renais. Voilà, et faire ça comme mantra sur la respiration, c'est très très bien. Et en renaissant, on renaît dans la colonne vertébrale verticale du coccyx jusqu'à la tête. Voilà. Donc, à quoi va s'opposer cet alignement respiratoire? Justement, il va s'opposer au Sagittaire, c'est-à-dire toute l'idéation, le phénomène de la passion énorme qu'on a pour les idées qui nous passent par la tête. Ah, c'est intéressant, ça j'ai envie. Alors, c'est le problème pour des gens qui vont, par exemple, avoir un travail intellectuel à fournir, ou un travail de recherche, ou un travail d'écriture. C'est à ce moment-là où on voudrait être tranquille que les idées vont arriver, vont nous passer devant le nez. Mais bon, ça c'est pour le niveau intellectuel le plus haut, mais sinon ça peut être des croyances ou des dispersions ou des visions ou des morceaux de télé qu'on a vus ou de films qui reviennent, voilà, les petits grumeaux qui flottent dans la soupe, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça le fait d'aligner l'attention, de focaliser l'attention très ferme, le plus fermement possible sur la respiration, tout en laissant la respiration très calme et très relâchée, naturelle, et en rajoutant un mantra dessus pour ne pas la lâcher, justement pour ne pas la perdre de vue, ne pas se disperser dans la pensée. C'est le travail d'alignement respiratoire du Gémeaux. On renforce ainsi la verticalité, on renforce le silence puisqu'on évite la dispersion mentale, et on renforce l'immobilité, bien que le Gémeaux et le Sagittaire soient des signes de mobilité. On renforce l'immobilité parce que on repère les endroits du corps qui sont tendus et on les détend grâce à cette attention très ferme, soutenue à la respiration. Évidemment, le mental va quand même partir à droite à gauche, mais on revient. Dès qu'on se rappelle de l'intention de revenir, de l'intention d'être présent, on revient. Voilà les trois premières phases. Voilà. Alors la suivante, c'est le cancer Capricorne, c'est le lâcher prise au niveau du cœur. C'est-à-dire c'est le sourire intérieur, comme le sourire du Bouddha, qui va accueillir tout ce qui vient, y compris les choses désagréables qui peuvent remonter des mémoires. Évidemment, ça s'oppose au Capricorne, qui pourrait être la puissance bloquante de l'ego, le côté raide, dogmatique, têtu de l'ego, y compris aussi de l'ego spirituel. On peut avoir des idées sur soi-même ou sur le rapport à Dieu, qui est ceci ou cela, Jésus, je veux souffrir comme toi parce que tu t'es sacrifié pour nous. Enfin, il peut y avoir des idées comme ça qui font partie de l'ego spirituel, qui sont pas du tout recommandables en réalité du point de vue. Enfin, c'est pas cool, quoi. C'est des idées comme les gens qui se flagellent dans certaines comment dire, processions. Voilà. Ensuite, la phase suivante, c'est Lion Verseau. Le lion, c'est la présence rayonnante. Plus vous allez lâcher prise au niveau du cœur, plus vous allez sentir qu'il y a une présence rayonnante, un calme profond, un goût du calme, comme dit Pierre le Guillemet. Vous êtes en contact avec l'âme, ou le jeu. C'est le vrai je suis, quoi. C'est le jeu. Ou on peut dire le témoin silencieux. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire une présence qui est rayonnante, qui n'est pas l'image de vous que vous avez dans la société, qui n'est pas le personnage que vous croyez être, qui est complètement autre chose. Alors évidemment, quand on est à ce stade-là, on se dit qui c'est qui est là? C'est quoi cette présence? Mais c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre qui vient m'envahir. Il peut y avoir une espèce de parano. C'est l'opposition au Verseau, c'est qu'il peut y avoir des doutes qui viennent du monde de l'ego. L'ego va nous faire douter, il va dire non, ça peut pas être ça, c'est pas possible, ou c'est inquiétant, ou je suis en train de perdre. Ma consistance habituelle. Bah oui, forcément, on perd ses habitudes. Alors le Verseau va nous dire, bah oui, mais c'est parce que c'est pas ça, t'es peut-être en train de faire une erreur, ou tu te trompes, ou alors, ou t'as pas une bonne méditation. Ça, faut jamais juger sa méditation, mais le Verseau va le faire, il va dire, ah oui, ma méditation n'est pas bonne, je suis trop nul, ou je suis pas assez ci, ou je suis pas assez ça. Et tant qu'on dit ça, on se retrouve dans la dispersion, dans l'agitation, on se retrouve dans l'infernet, comme dit le bouquin de Paco Allemand, l'infernet, qui est excellent aussi, que vous pouvez offrir aussi pour Noël. Et le dernier axe, c'est dans lequel c'est la suite. Hein, moi, je suis présent en épluchant les patates, comme disent certains. Non, pas avant d'avoir fait les 5 stades précédents, mais oui, c'est l'aboutissement possible, c'est-à-dire que l'intégration au quotidien. C'est-à-dire qu'on va être capable d'être attentif et présent, c'est-à-dire ressentir la présence dans l'action, dans les yeux ouverts d'abord, puis en bougeant,
et même au stade ultime en parlant encore. Et et cette attention et cette présence sont dans le corps conscient, et il y a de la vérité qui apparaît la vérité de la conscience apparaît partout, quoi, petit à petit. C'est une espèce on baigne en fait dans un état qui nous fait voir les choses telles qu'elles sont. On va dire ça comme ça. Et cet état peut devenir tellement envahissant petit à petit qu'on peut basculer dans ce qu'on appelle l'éveil. Mais ça passe par cette intégration au quotidien d'un calme dans lequel on se coule, on se glisse, on s'abandonne. Et pour ça, il faut avoir à lâcher la Vierge, c'est-à-dire les préoccupations anxieuses, mondaines. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, le travail, ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, mais faut garder des temps dans la journée où il y a du repos, du lâcher prise, de manière à ce que cette présence à soi-même, au vrai soi-même. Alors évidemment, c'est opposé au poisson au sens négatif. Le poisson au sens négatif, c'est déracinement total, quoi. On est dans les peurs séparatives par rapport au réel. On se barricade dans des défensives. On est dans des illusions de faux savoirs. On brandit des faux savoirs ou des désirs parasites qui nous envahissent, des fantasmes ou des émotions négatives. Bon, il y a peur, tristesse, colère, enfin il y a toutes sortes de trucs, dépression, tout ça. Donc tout ce monde-là où le monde émotionnel vient envahir l'endroit de la présence, quoi. C'est la clé de toute la méditation. Elle est là dans ce dernier point. Voilà. Puis vous pouvez recommencer le cycle, mais évidemment après vous passez à une relation à l'autre. La balance devient cette fois positive et on n'est plus dans le moi social. On est dans la compassion. Bon, je ne vais pas tout le faire, tout le zodiaque, juste ces 6-là, en tant qu'entrée dans le monde de l'âme, ça peut vraiment vous intéresser et vous aider à avoir les 6 nécessités de la méditation, si vous voulez. Alors, cette méthode de base, quoi, qui est la méditation elle-même, peut être précédée bien sûr de toutes sortes d'exercices qui peuvent l'aider, hein, en particulier le yoga, qui est très très puissant pour aider la méditation, très très bénéfique pour ces gens qui veulent méditer. Il faut vraiment faire du yoga autant que possible, ou du qigong, c'est une sorte de yoga plus énergétique, mais on peut bien pratiquer le qigong si on a fait quand même du yoga avant, hein, pendant plusieurs années, parce que sinon enfin moi c'est ce que je crois, hein, mais c'est peut-être erroné. Il y en a qui commencent par le qigong, ou alors vous faites du tai chi puis après du qigong, voilà, ça aussi c'est pas mal. Comme les pranayama, évidemment, les respirations un peu les kumbhaka, enfin toutes sortes de systèmes de les yoga tibétains, enfin il y a toutes sortes de, évidemment tout ce qui est les exercices d'enracinement, les pranayama de terre on appelle ça, ou les balancements enracinants que j'enseigne, et tout ce qui est massage, automassage, les massages kinésiologiques on peut appeler ça, c'est-à-dire qui se servent de points du corps pour équilibrer certains canaux d'énergie. C'est très intéressant aussi. Bon, tout ça peut être rajouté, c'est pas absolument nécessaire, mais ça peut être rajouté avant de pratiquer ou après quelquefois pour préparer le corps à être très très cool et souple dans la vie de tous les jours. Alors on va faire ça, c'était les bases que je voulais vous donner pour redonner les bonnes idées sur la méditation. Et je vais vous guider une petite méditation en 7 points aussi. Enfin non, là c'était 6 axes, donc c'est en 7 points. C'est la pratique de Tundu, c'est ce que les Tibétains appellent Tundu, ce qui veut dire un peu une espèce de projection aller-retour, et qui est une grande clé qu'on va trouver dans la prière, qu'on va trouver dans la visualisation créatrice ou co-créatrice, et que je recommande puisque si vous le 21 décembre à 10h20, le soleil rentre en solstice d'hiver arrive. Moi, j'ai pas pu faire l'année 2025, je sais pas si j'aurai le temps de la faire, je vais essayer, mais ce sera sûrement après, avant le premier de l'an. Je suis pas sûr de pouvoir avoir les moyens techniques et les aides suffisantes pour le faire, malheureusement. Tous les ans, je ne sais pas si ça va être possible à chaque fois. C'est une question de travail, c'est une question d'accès à l'ordinateur, c'est compliqué. Donc ce sera le solstice d'hiver, le 21-12 à 10h20 du matin.
Et on rentrera à ce moment-là dans l'année 2025. Donc je vais vous guider une méditation que vous pouvez utiliser à ce moment-là, une méditation de Tundu. Alors le premier point c'est l'intention. Vous avez compris ce que c'est que l'intention, l'intention d'être, l'intention de pratique. Là, la pratique ça va être d'explorer l'être par l'extériorisation puis l'intériorisation de l'amour. Donc qui est la puissance qui mène vers l'être, c'est l'amour. Et à la fin, l'être et l'amour se confondent d'ailleurs. Mais bon, c'est une question. Au début, ils sont différenciés. L'être étant en réalité le divin. Donc vous pouvez vous installer correctement sur un coussin, tout ça. Vous pouvez mettre une pause pour le temps de vous installer, mettre une bougie, mettez une image sacrée devant vous. Ça peut être le Christ, le Bouddha, un maître que vous connaissez, ou alors un ange, un symbole qui vous rappelle vraiment la transcendance. Voilà. Alors, choisissez donc un personnage spirituel, n'importe quelle période de l'histoire, de n'importe quelle tradition spirituelle, si ça fait rien, il n'y a pas de Dieu prend toutes sortes de formes. Vous prenez celle qui parle particulièrement à votre cœur, c'est-à-dire quelque chose, vous sentez que ça vous fait vraiment du bien de la regarder. Ça peut être Ama par exemple, ça peut être. Moi j'avais fait ça à l'époque avec une espèce dans le brouillard, il apparaissait le sourire du Bouddha, tout simple, on voyait même pas ses contours, on voyait que son sourire et ses yeux. Bon, ça c'était très très inspirant. Prenez quelque chose qui vous inspire vraiment bien, et ça va vous aider à avoir une représentation claire et belle pour que vous pouvez placer devant vous pour méditer. Alors, ça c'est la première phase, donc c'est vous posez doucement votre regard sur elle, et c'est la phase émissive. C'est la deuxième phase, pardon, parce que la première c'était l'intention. On pose l'intention, la deuxième. Donc vous allez poser doucement votre regard sur elle, sur cette image, et vous allez absorber l'image et les sensations qu'elle incarne. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez ouvrir et fermer les yeux. D'ailleurs, vous essayez d'absorber la beauté, la douceur, la clarté, la lumière, l'inspiration que vous donne cette image. Puis vous fermez les yeux, vous essayez de vous en rappeler l'intérieur, et vous les rouvrez, si l'image s'estompe, vous les rouvrez, puis vous les fermez à nouveau, toujours en essayant de conserver intérieurement la vision, comme si vous vouliez avaler l'image à l'intérieur, la faire se fixer en vous. Commencez par ce qui est facile de voir, le regard par exemple, puis vous revenez. Dès que l'attention s'égare, vous recentrez simplement sur cette image. Alors en fait, on peut passer des semaines à apprendre à visualiser ainsi. C'est très important d'apprendre ça d'abord, parce que ça peut aider beaucoup toutes les méditations par la suite, d'apprendre à visualiser comme ça. Apprendre à garder l'empreinte de l'image à l'intérieur. Ce faisant, donc, on apprend à stabiliser cette visualisation, à la percevoir avec de plus en plus de netteté de détails. On pourrait presque deviner tous les détails, la forme de l'oreille, la forme le pli des habits. Ça devient une image de plus en plus exactement ressemblante. Plus l'attention s'est développée, plus l'image est ressemblante, elle est claire. C'est un apprentissage. Au début, des fois, on ne peut pas visualiser, on ne sait pas le faire. Troisième phase, une fois que vous commencez à voir l'image sacrée de façon stable, avec vos yeux fermés, vous allez visualiser ce personnage qui va être empli d'une lumière rayonnante qui déborde, et vous laissez toute la lumière, tout l'amour rayonnant de cette personne et de cette image, toute son illumination se déverser en vous. Et vous commencez à vous sentir déjà mieux, à ressentir ce que ça fait de recevoir la bénédiction rayonnante, lumineuse de cette personne sacrée, de ce grand maître d'amour, de conscience. Absorber toute cette lumière
et c'est très très fort. C'est comme si la lumière estompait pratiquement l'image, tellement elle grandit, et elle vous remplit. Vous vous sentez tellement mieux, tellement rassénéré par cette lumière, nourrie au niveau subtil, vos cellules s'en nourrissent. Quatrièmement, on va passer maintenant à l'étape suivante. Vous allez imaginer que l'être que vous visualisez, quel qu'il soit, il a la capacité de pénétrer à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. C'est-à-dire, non seulement il y a la lumière qui arrive, mais en plus il va rentrer en vous. Il rentre, alors ça peut être par le haut du corps par exemple. Abandonnez ce faisant votre personnalité, votre image de vous-même, tout ce que vous croyez, et laissez cet être entrer dans votre cœur. Ça peut être par la tête, par le haut, et il descend dans votre cœur, et il va vous emplir complètement de sa compassion, de son courage aussi, de sa pureté, de son rayonnement lumineux. Votre cœur devient rayonnant comme cette personne. Elle est en vous, elle est installée dans le trône de votre cœur. Sentez ce que c'est que de devenir intérieurement cet être-là. Sentez que vous êtes identique à lui, parce qu'il rayonne à l'intérieur de votre cœur. Et profitez-en. Goûtez cela. Sentez la saveur qu'il y a à recevoir de l'intérieur de vous-même cette lumière, cette compassion, cet amour infini. Accueillez tout ce qui se passe autour, tout ce que ça déclenche comme lâcher prise, comme détente, comme bien ce que ça peut faire apparaître aussi comme tension qu'on voyait pas avant. Ça veut pas dire que c'était pas là avant, ça veut dire que vous les voyez mieux tout d'un coup. Ça se révèle, et vous pouvez peut-être les détendre. Si ça se détend pas, c'est pas très grave, mais ça peut être des choses très, très anciennes, donc ça va pas partir d'un coup. Et déjà de les voir, c'est bien. Demeurer quelque temps donc dans cet état de réceptivité, de lumière intérieure. Reconnaissez que vous pouvez incarner cette énergie, que vous pouvez lui permettre de remplir chacune des cellules de votre être, chaque parcelle de votre conscience, chaque organe, chaque partie du corps, de bas en haut, du haut en bas. Rien n'est oublié. Maintenant, la cinquième partie, commencez à voir le monde avec les yeux de cet être sage et bienveillant. C'est-à-dire, alors vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les yeux, vous pouvez les ouvrir si vous voulez, mais c'est-à-dire c'est éprouver le sentiment d'abord d'être saint, d'être sage, d'être vous-même le maître intérieur. Comment, à partir de cette bienveillance, cette ouverture du cœur, vous voyez le monde maintenant? Comment vous ressentez votre propre vie, votre propre corps, votre environnement? Éprouvez ce sentiment d'être vraiment un sage réalisé. Vous pouvez pratiquer ça de façon répétée jusqu'à ce que cela devienne pour votre cœur plus naturel que votre identité ordinaire, que votre... Bon, ça peut mettre des années, hein, mais c'est essayer de voir que votre cœur peut apprendre réellement à devenir plus grand que le petit moi rabougri habituel, identifié à son image, à son besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être valorisé par les autres. Là, la vraie valeur, elle est en vous et elle devient cette lumière de sagesse. Cette lumière peut vous enseigner à partir du cœur, vous pouvez être enseigné par votre propre cœur, qui va vous indiquer, il ne va pas vous dire des choses, il va simplement vous montrer par une vibration douce, par une lumière douce, là où vous êtes trop tendu, trop artificiel, pas assez clair, pas assez présent. Il vous le montre et il vous donne la solution en même temps.
C'est pas un jugement, c'est plutôt une espèce de remplacement de ce qui est petit rabougri par quelque chose de grand, de sain, et S-A-I-N et sain, S-A-I-N-T aussi, de sage, d'ouvert, de bienveillant, plein de respect pour toute la vie. Et ensuite, dernier point, on arrive au 6e point, pardon. C'est pas tout à fait le dernier. Pour conclure chaque période de visualisation, vous allez libérer votre corps de cette image. Elle disparaît. Et vous la voyez à nouveau en face de vous. Les yeux fermés. Puis vous la voyez se dissoudre dans la vacuité. C'est-à-dire vous voyez cette personne qui était vraiment la forme même de tout cet amour, elle se dissout dans le vide. Et ça vous permet de remarquer dans cette dissolution, dans cette... Non, ne vous inquiétez pas, la qualité reste, mais la forme qu'elle avait prise disparaît. Remarquez comment la conscience elle-même crée et efface ensuite toutes les apparences. Elle peut créer les apparences et les effacer. Et c'est ce qui se passe tout le temps, mais on ne le sait pas. Elle crée, elle efface. Vous revenez ainsi à la conscience pure, à un vide, tranquille, à une grande paix, et vous y demeurez. Vous vous contentez de demeurer dans la détente et l'abandon. Et vous permettez au monde naturel de vos propres corps, esprit, votre respiration, vos sensations de revenir, de réapparaître. Ils sont encore secrètement imprégnés de la conscience sacrée de cette vision. Ils sont encore nourris, vibrants de cela. Sentez comment votre corps va régénérer. Et la 7e partie, toujours, à ne jamais oublier, au début de chaque méditation, l'intention, à la fin, la dédicace. C'est-à-dire, vous allez remercier profondément l'exercice que vous venez de faire, les maîtres, tous, y compris ceux qui n'étaient pas là, celui que vous avez invité, évidemment, remercier. Vous remerciez votre gourou intérieur que vous avez activé. Vous remerciez la vie, vous remerciez la conscience, et vous remerciez la méditation de vous apprendre quelque chose, même si vous avez tendance, votre mental égotique va avoir tendance à juger votre méditation, n'y faites pas attention, c'est toujours illusoire le jugement que fait. Des fois il y a une indication valable, mais c'est très rare que ça soit valable. L'ego ne peut pas juger l'âme, ni le moi ne peut pas juger l'âme. Tout ce qui est en dessous ne peut pas juger ce qui est au-dessus, c'est impossible. À chaque fois que quelque chose en dessous juge quelque chose au-dessus, il se trompe, forcément. Et celui qui est au-dessus ne juge pas non plus celui qui est en dessous pour la bonne raison qu'il s'aperçoit que juger est inutile. Donc le jugement est toujours une très mauvaise idée. Vous vous remerciez et vous emplissez votre cœur de gratitude. Vous dites que vous avez fait au mieux, donc il n'y a pas mieux. Et vous remerciez votre corps d'être ce véhicule merveilleux, vous remerciez la vie. Vous remerciez l'amour de vous avoir régénéré et la conscience de vous avoir rapproché un tout petit peu plus de la vérité qui existe au bout de votre chemin, mais vous êtes sur le chemin. On n'y est pas encore, mais on se rapproche, c'est l'essentiel. On marche et on approche. C'est ça le chemin. Il est sous chacun de nous. Chacune de nos méditations est un pas sur le chemin. Ni plus ni moins. Et ça avance. Quand on voit ça comme ça, il n'y a pas de but, il n'y a pas de trop d'attente, il n'y a pas de recherche quelque chose qui ne serait pas là. Ça diminue l'intensité de la souffrance, du manque. Et on goûte ce qu'on a créé de nouveau. La différence entre avant et après, on la goûte. On la savoure et on essaye, par la gratitude, de la mémoriser, tout simplement. Voilà. Vous pouvez repérer dans l'enregistrement à quel moment est cette méditation et vous pouvez la refaire le jour, au moment de
du solstice d'hiver, qui correspond à la naissance de toute l'année 2025, donc c'est presque un moment racine également très important. Donc et faire des vœux en même temps, à la fin, comme ça, quand vous avez fini, en plus de la gratitude, vous pouvez faire des vœux, envoyer de la bonne énergie pour toute la Terre, pour tous les êtres. Et ça peut vraiment atterrir là où c'est à besoin. Ça agit réellement. Hein. Le monde est comme une immense toile d'araignée avec des fils qui relient les êtres les uns aux autres au niveau magique, au niveau énergétique. Et quand vous envoyez sur ces fils une information positive, elle circule complètement comme dans un réseau, de manière de lumière. Et ça peut atteindre des êtres même qui n'ont jamais prié, qui n'ont jamais médité, qui vont peut-être éviter de se suicider, éviter de se droguer ou de s'insulter. Enfin, toutes les actions négatives peuvent être grandement diminuées. 1,5%, ça a été prouvé scientifiquement, 1,5% de gens qui méditent dans un lieu, d'une population, 1,5% seulement, si on les atteint, c'est pas souvent atteint, suffit pour faire chuter de 50% les crimes, les viols, les actions négatives de toutes sortes, les dépressions, les viols. Et ça a été mesuré par l'AMT. Et ce plusieurs fois. Donc les plantes, ça a été renouvelé, et elle donne à chaque fois le même résultat. Donc c'est un seuil très très faible. Il suffirait que 1,5% de la population médite tous les jours, et on aurait un changement complet de l'état du monde. On serait obligé de décoper quand même les résultats négatifs sur le climat qu'on a créé, mais ça créerait une de telles prises de conscience que beaucoup de gens commenceraient à se rendre responsables du changement positif, et donc renonceraient aux actes négatifs qui créent ce changement climatique, comme prendre l'avion pour aller voir ailleurs si on y est, comme tout ce qui est inutile qu'on fait, les achats de nouveaux portables pour aller transformer les pauvres Congolais en esclaves, enfin, etc. Des tas d'actes qu'on peut complètement éviter de faire et qui viennent de la stupidité, du besoin d'avoir le dernier iPhone, d'avoir le dernier, enfin, etc., etc. Ça peut complètement s'estomper par la méditation. On devient beaucoup plus simple, beaucoup moins avide d'objets extérieurs, de gloire, de m'as-tu vu, tout ça. Ça s'arrête complètement. On s'en fout complètement. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. On est bien avec soi-même et on rayonne un sourire intérieur vers les autres. Et c'est ça c'est le modèle qu'apporte ce comportement nouveau qui va changer réellement les choses autour de nous. Ça se voit autour de nous et ça peut se voir petit à petit sur des cercles de plus en plus élargis selon la puissance de notre méditation. Voilà, pour ceux qui ont rencontré un maître, comme moi quand j'ai vu la première fois Kalo Rinpoche, qui est passé au Luxembourg, je suis sorti du RER à Luxembourg et j'ai été et sur la place où il y a des cafés, quoi, avant la Sorbonne, et il passait à la Sorbonne. Tout était calme, les gens étaient dans un bonheur absolu, mais pas du tout comme d'habitude, hein. Les gens aiment bien rigoler quand ils sont à la terrasse, ils se détendent bien sûr, mais là ils étaient beaucoup plus détendus que d'habitude, il y avait une espèce de vibration incroyable, parce que la vibration de ce petit bonhomme envahissait l'espace sur environ 300-400 mètres à la ronde. C'était effarant. Et comme je savais reconnaître déjà l'énergie spirituelle, je me disais, ça y est, même ces gens-là qui sont en train de prendre un pot, un Coca-Cola ou une bière, ils étaient en train de bénéficier de la présence de cet être. Quand je suis rentré dans la salle, je sentais ça aussi. Je me suis assis, j'ai attendu qu'il arrive. Et là, c'était étonnant parce qu'il était déjà très très vieux. C'était un petit bonhomme rabougri de presque 90 ans qui était aidé à marcher pour monter sur la scène par 2 personnes. Il arrivait à peine à marcher avec sa canne. Et il rayonnait un amour, une puissance de paix infinie qui se dégageait sur tous les gens le temps qu'il s'installe avec un large sourire. Et c'était comme une petite grenouille squelettique, c'était incroyable, qui avait une puissance d'amour et de conscience extraordinaire qui remplissait toute la salle et même dehors les troquets autour. Donc voilà ce que c'est le vrai pouvoir du Sagittaire. C'est autre chose que ce qu'on nous raconte. J'arrête, ça fait 2 heures, mais vous avez plusieurs morceaux à consommer pour la nouvelle année. C'est mon cadeau de Noël et de fin d'année. Au revoir à tous et bonne pratique.
Et puis rendez-vous pour la nouvelle lune, sûrement le 30, avant le nouvel an, pour la bonne année. Allez, à bientôt, et au revoir et bonne pratique.